Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au JDS, journal du dimanche au soir. Vous avez raison d'y rester, puisque ce rendez-vous aborde l'actualité dans sa forme aussi diverse que variée. C'est bien pour cela que les sujets marquants sont les suivants. Le programme d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire au Burkina Faso, présenté par l'APEC, c'était hier. Nous l'aborderons tout en nous intéressant à une initiative, l'ICF Burkina BRICS, qui a elle aussi tenu un point de presse hier. Il s'agit de l'initiative pour la coopération économique et financière Burkina BRICS et nous recevons l'un des représentants. Égal accès à la justice, une préoccupation du Réopage, réseau des organisations de la société civile pour la promotion de l'accès à la justice pour tous. Nous reviendrons sur son point de presse d'hier avec un regard particulier sur le fonds d'assistance judiciaire. Et enfin, sport, nous allons nous intéresser aux Jeux mondiaux de spécial olympique qui sont tenus à Berlin, en Allemagne. C'était du 17 au 26 juin. Nous allons revenir sur les performances des Burkinabés qui ont y prendre part. Cela se fera avec Claude Romba et Moumouni Naon. C'est le déroulé pour ce qui est de ce JDS et ne pas oublier aussi que nous allons recevoir ici le monde estudiantin, revenir sur certaines réalités, notamment à l'UFR-SVT. Ça sera dans le déroulé de ce rendez-vous. La première des rubriques, c'est celle société et c'est maintenant. Nous l'annoncions en titre, le programme d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire du Burkina Faso a fait l'objet d'échanges. C'était hier samedi 8 juillet à Ouagadougou, à la maison des jeunes Jean-Pierre Guingané. Il s'agissait d'un cadre de présentation de ce programme, lancé, il faut le rappeler, par les autorités de la transition, pour permettre à la jeunesse de s'approprier et mieux comprendre cette initiative. Le point dans ce reportage. Assurer un développement harmonieux de l'ensemble des couches sociales et mettre ces dernières au centre de ce processus. C'est là toute l'ambition du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Lancé le 12 juin dernier sous le haut patronage du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le programme est aujourd'hui présenté aux populations de la région du centre. Pour cette première phase, il s'agit de mobiliser 3 millions de membres qui, à leur tour, pourront investir au moins 300 milliards de francs CFA. Cette somme doit permettre de financer la création d'entreprises dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, des mines et la création d'une centrale d'achat pour l'écoulement des produits. Il y a la création de 2 nouvelles unités de transformation de tomates. Les sites qui ont été choisis sont donc nous allons faire une politique un peu progressive mais stratégique dans l'exploitation de l'or. Et donc, pour commencer, nous avons commencé par le semi-mécanisé qui exige des équipements plus ou moins légers, pas des grands investissements à l'image de la mine industrielle. Et donc, aujourd'hui, nous partons sur 3 sites pilotes pour commencer donc l'investissement de l'or qui s'est donné. Dans le secteur de l'agriculture, l'ambition est de réaliser 100 000 forages avec l'acquisition de 5 machines à forer par région. La centrale d'achat, elle, doit permettre de maîtriser le processus d'écoulement des produits. Karim Traoré, directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, invite donc la population burkinabé à s'approprier ce programme. Nous attendons la contribution de chacun. C'est un outil en construction. Nous avons mis les éléments techniques en place. Nous souhaitons que vous y mettez votre cœur. Si vous avez 10 000 francs, 20 000 francs, 1 million, 100 000, 5 millions, vous les apportez, alors vous repartez à la maison avec le sentiment d'avoir contribué à créer des millions d'emplois, avec le sentiment d'avoir contribué à rendre votre pays autonome, avoir contribué à le rendre économiquement souverain et avoir contribué à participer à l'alimentation saine de nos populations. En ce qui concerne la sécurisation des investissements, Karim Traoré a tenu à rassurer les Burkinabés. Selon lui, l'épargne mobilisée sera sous la tutelle du ministère chargé de l'économie. Et l'APEC sera entre autres soumise au contrôle de l'ASELC et de la Cour des comptes pour une utilisation efficiente des fonds qui seront collectés. Notons que la mise en œuvre des différents projets débutera entre le mois de septembre et octobre de cette année 2023.
Le programme d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, qui a donc été lancé, on le rappelait, par les autorités de transition. On l'a écouté dans le reportage tout à l'heure. L'objectif, c'est de mobiliser 300 milliards de francs CFA afin de créer des entreprises nationales par actionnariat populaire. Une dynamique qui a été saluée par une initiative, l'initiative pour la coopération économique et financière Burkina BRICS, ICEF Burkina BRICS, que nous recevons d'ailleurs dans cette partie du JDS, dans la première. L'initiative, il faut le rappeler, a animé un point de presse hier, samedi 8 juillet, et les organisateurs ont eu à présenter donc l'ICEF Burkina BRICS. Et nous avons l'un des représentants qui est sur ce plateau, en la personne d'Ismaël Cissé. Il est chargé de formation et des questions économiques à l'ICEF Burkina BRICS. Bonsoir. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Bien, bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Je disais hier, vous aviez un point de presse pour présenter votre initiative. Déjà, faisons mieux connaissance avec celle-ci. D'accord. Merci de nous donner l'occasion de parler de cette initiative. Donc, initiative Burkina BRICS. En fait, c'est après de longues réflexions qu'on y est arrivé. C'est vrai, nous avons eu le récépissé le 12 avril 2023 et ce n'est que hier que nous avons fait la conférence de presse. Voilà, c'est vrai, il y avait des questions techniques qu'il fallait régler avant d'arriver à la conférence de presse. Donc, je disais que l'idée est venue comment? Après de longues réflexions, nous avons vu que après 63 ans d'indépendance et après 60 ans de collaboration avec les institutions de Bretton Woods, on continue de nous appeler pays pauvres, pays sous-développés. Et nous l'acceptons. Nous l'acceptons parce que quand on parle du Burkinabé, le Burkinabé moyen accepte qu'il est pauvre. Nous pensons que ce n'est pas normal et qu'il fallait revoir la collaboration, imaginer une autre forme de collaboration. Donc c'est là qu'est née l'initiative. C'est là qu'est née l'initiative de s'orienter vers d'autres partenariats et d'autres types de collaboration. D'accord. Et quand on entend Burkina BRICS, on pense et on comprend que le choix, il est déjà tout fait. C'est celui de s'aligner et d'aller vers les BRICS en termes de coopération. Et déjà, c'est vrai que je demandais qu'on fasse mieux connaissance avec cette initiative. Et lors de votre point de presse d'hier, c'est pour ça qu'on a vu l'élément tout à l'heure, pour vous mettre assez à l'aise, vous disiez ceci: la coopération de notre pays avec les BRICS et le lancement de l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, qu'on vient de voir, sont des projets courageux, réfléchis et même historiques pour notre peuple dans sa quête de solutions endogènes contre la pauvreté et le grand banditisme. Tout à fait. C'est-à-dire que l'APEC, c'est la solution. L'APEC, c'est une des solutions parce que l'APEC devrait nous permettre de nous approprier notre développement. C'est-à-dire le développement doit être pensé par nous. Parce que quand votre maison coule, je pense que vous êtes seul à savoir où ça coule. Et c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux le besoin du Burkinabé que le Burkinabé. Nous savons que nos besoins, c'est quoi? C'est vrai, présentement, c'est la sécurité. On a besoin de sécurité, ça c'est une vérité. Mais nous avons besoin de nous nourrir convenablement, c'est-à-dire avoir une autosuffisance alimentaire réelle, nous nourrir convenablement, boire à notre soif, boire de l'eau potable à notre soif, se soigner convenablement, s'éduquer convenablement. Ça, c'est des besoins qui ont toujours été là depuis les indépendances, ou même bien avant les indépendances. Mais 63 ans après les indépendances, nous voyons que ces besoins sont toujours là. Il y a toujours un besoin. On n'arrive pas à se nourrir, on n'arrive pas à s'éduquer, on n'arrive pas. Donc c'est là, je pense qu'il faut être honnête que on s'est trompé sur beaucoup de choix. Des fois, des choix qui nous ont été proposés. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord que ces choix n'ont pas porté grand fruit.
Parce que 4 millions de Burkinabés pendant les indépendances. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 millions. Et on vous dit que le Burkinabé moyen, le Burkinabé n'a pas plus d'$1 par jour. Ça veut dire que ça ne va pas. Après 63 ans, on n'a pas plus d'$1 par jour, ça veut dire que ça ne va pas. Donc c'est pour ça que l'initiative est venue et nous la saluons. Maintenant, parlant de l'APEC, vous avez demandé pourquoi nous pensons que c'est une solution. Puisque l'APEC, c'est quoi? Il s'agit de financer nous-mêmes notre développement. Financer nous-mêmes notre développement à travers quoi? À travers l'actionnariat populaire. Ça, c'est... Il y a d'éminents chercheurs, d'éminents intellectuels qui ont parlé là-dessus. Je vais citer Laurent Bado. C'est une réalité. Quelqu'un d'autre ne peut pas nous financer mieux que nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on demande un financement d'une institution financière extérieure, il y a le coût, il y a les intérêts, il y a tout cela. Alors que là, il s'agit des actions que tout Burkinabé achète. C'est-à-dire qu'il est propriétaire en même temps que tout celui qui a l'action de l'entreprise. Ça fait qu'il a intérêt à ce que ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il va produire, il va consommer, il n'a pas le choix. Parce que s'il consomme, à la fin de l'année, il aura un dividende. Donc, on comprend, vous dites c'est courageux et tout, vous dites en tout cas c'est une solution, mais ça va aussi avec des craintes. Il y a un constat aussi quand on parle de notre réalité économique, c'est que de certains chiffres qui ressortent, c'est que les Burkinabés, ceux qui ont la capacité d'investir là, beaucoup ont commencé à aller s'intéresser à d'autres cieux. Ça c'est la réalité. Mais ça veut dire que est-ce qu'il n'y a pas un contexte aussi sur lequel on doit travailler pour rassurer, on va dire comme ça, ceux qui ont ces capacités de financement là, parce que c'est comme ça va avec cela. C'est vrai ce que vous dites. Maintenant, quand vous dites beaucoup sont en train de s'intéresser à d'autres cieux, est-ce que vous avez un peu de chiffres, vous avez une tendance ou bien c'est un constat que vous avez fait? Non, même la CCIBF a fait sortir ces chiffres-là. Okay, aujourd'hui, quand on peut, je ne veux pas citer le pays, il est connu, où on retrouve les Burkinabés de plus en plus qui sont investisseurs et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, c'est de ça que je parle. Ça, c'est une réalité. Je pense que quand on parle d'actionnariat populaire, il n'y a pas 20 millions d'entrepreneurs au Burkina. Les entrepreneurs, ça se compte. Et je pense que sur les 20 millions, les 10 millions peuvent avoir au moins 10 000 francs. Ne serait-ce que sur 6 mois, si vous voulez, peut épargner 10 000 francs. 10 000 francs par 10 millions, ça vous donne combien? Non, il faut au minimum 15 000 pour pouvoir y prendre part, 5 000 pour adhérer en tant qu'association dans l'association. Oui, et une action à 10 000. Une action à 10 000, donc il faut un minimum de 15 000 francs. Ok, voilà. D'accord. 15 000 francs l'action et 15 000 10 000 l'action, 5 000 10 000 francs l'action, 5 000 francs le droit de chose. Ok, 10 000 francs l'action. 10 000 francs que vous multipliez par 10 millions, ça vous donne combien? Ça fait beaucoup. C'est ça. Ça a l'air du jeu, mais ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Qu'on le répète sur 3 ans, par exemple. Vous ne pensez pas qu'on finance notre développement? En réalité, on n'a pas besoin. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Hein? Les entrepreneurs, il n'y a pas, je ne sais pas, 90% d'actionnaires. Non, comment on appelle ça encore, d'entrepreneurs au Burkina? Non. Il y a quelques entrepreneurs qui tiennent l'économie du Burkina. Maintenant, les consommateurs, le peuple comme vous et moi, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, le peuple comme moi, nous ne sommes pas entrepreneurs, mais quand même, nous pouvons épargner 10 000 francs en 6 mois. Non, en fait, ce que je disais, pour moi, c'est pas, je ne campe pas sur la qualité de ceux qui s'en vont en termes d'acteurs à capacité de financement énorme. C'est pas sur ça. Je tape plutôt sur ce que ramène le marché lui-même, qui permettent d'avoir confiance et mettre son argent. C'est de ça que je parle. Voilà. Si celui qui a pour travail la rentabilité va chercher ailleurs, c'est parce qu'il se retrouve dans une situation, il voit que c'est pas attrayant, voilà, ce qu'on lui offre.
Vous comprenez un peu de quoi je parle. Le climat des affaires lui-même ne semble pas si intéressant. Le pays n'est pas, pour certains, en tout cas, celui qui peut sécuriser les investissements. Donc du coup, je veux dire que, est-ce qu'il n'y a pas aussi du travail à faire à cela? Ou bien c'est la fibre patriotique sur laquelle on va vraiment jouer? Voilà. Bon, je pense que vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez parlé de fibre patriotique. Nous avons tous intérêt à ce que le Burkina soit stable. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est que l'insécurité, quand il n'y a pas de sécurité dans un pays, les affaires ne marchent pas. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Donc, ça, déjà, c'est suffisant pour faire fuir certains hommes d'affaires. Ça, c'est déjà suffisant. Mais ce n'est pas le projet de l'APEC lui-même qui n'est pas attrayant. C'est la situation du pays même qui fait que certains hommes d'affaires quittent parce qu'ils trouvent que bon, ce n'est pas stable, c'est ceci, cela. Mais nous avons foi en ce que le Burkina retrouvera sa paix. D'accord. Oui. Le sujet principal avec vous, c'était pas forcément l'APEC. Tout à fait. Vous militez pour, on va dire, une coopération plus accrue avec certains pays, parce que vous pensez qu'il y en a d'autres qui ne permettent pas, économiquement, d'être plus libres dans les échanges. Et on sait que le 13 juin dernier, le gouvernement burkinabé et l'Alliance internationale des BRICS avaient signé un mémorandum d'entente de coopération. Vous le disiez aussi hier, pour vous, c'est un tournant qui est plein d'espoir. Pourquoi est-ce qu'avec les BRICS, c'est un tournant plein d'espoir lorsqu'on sait que quand on dit BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, des pays avec lesquels traditionnellement on a des échanges? C'est vrai, c'est des pays avec lesquels traditionnellement on a des échanges. Mais si vous regardez bien, vous verrez que les BRICS, c'est quoi? Au fait, c'est un acronyme de 5 pays. C'est ça. C'est un acronyme de 5 pays. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de pays qui tapent à la porte, qui veulent y entrer. Donc, c'est quoi les BRICS? C'est une nouvelle forme de revoir la coopération. Une nouvelle forme de revoir la coopération, si vous voulez. Voilà. Donc, si nous disons que avec les BRICS, nous pensons que ça va aller mieux, nous saluons bien les efforts qui ont été faits par les institutions de par le passé. Ils ont fait assez d'efforts, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais arrivé à un niveau, nous avons pensé que il faut qu'on aille plus vite. Il faut qu'on aille plus vite parce que quand vous regardez, nous suivons tous l'actualité. Il y a tellement la plupart de ces prêts c'est conditionné par beaucoup de choses, les différents ajustements structurels, c'est plein de choses qui en réalité, au lieu de permettre à nos pays de s'affranchir, nous ont appauvris encore plus. Alors que au départ, c'était dit quoi? C'était dit que c'était une situation qui allait alléger les dépenses de l'État, qui allait permettre au privé, qui allait nous enrichir, mais ce n'était pas vrai. Donc, vous faites allusion à quoi? Au PAS, plan d'achèvement structurel avec oui, les gestions le PAS nous a été imposé par qui? Ce n'est pas nous qui avons proposé le PAS. On nous a imposé le PAS. On nous l'a imposé. Maintenant, la forme de coopération que prévoient les pays du BRICS est tout à fait différente quand vous voyez leur intervention aussi bien en Centrafrique, parce que j'ai suivi les différents projets qu'ils ont en Centrafrique. C'est des projets qui font rêver et c'est des projets qui ne nous lient pas les mains. Quand je dis qu'ils ne nous lient pas les mains, on n'a pas besoin de vous demander par exemple de faire la promotion de telle ou telle activité, de faire telle chose pour être financé. Il faut que vous fassiez la promotion de, je sais pas, le mot qui est en vogue aujourd'hui, c'est quoi? C'est LGBT, c'est ceci, cela. Quand vous dites c'est pas conforme à vos cultures, on dit écoutez, vous n'avez pas droit au soutien. Autant moi je pense que ça c'est pas des choses qui devraient être liées. Donc tout ça, l'un dans l'autre. Et puis, il ne faut pas oublier que, quand même, sur 60 ans de collaboration, si on est là, alors que
Est-ce que vous savez qu'au départ, la Banque mondiale n'a pas été créée pour nous? Bon, ça devient notre Quand débat. on créait, non, c'est juste une parenthèse. Quand on créait la Banque mondiale, c'était pour reconstruire l'Europe, le Japon. Après 20 ans de coopération avec la Banque mondiale, la France était déjà une puissante, elle était déjà construite. Et après 60 ans de coopération, nous, on est toujours appelés pays pauvres. Ça, vous l'aviez déjà dit. Okay. Quand on regarde, est-ce qu'on ne se trompe pas parfois? C'est-à-dire, je m'explique, hein. Oui. Les pays, c'est des intérêts d'abord. Tout à fait. Et c'est les intérêts de leur population, de leurs nationaux. Tout à fait. Personne ne vient par bonhomie. Tout à fait. Tout le monde vient en liant des intérêts. Tout à fait. Est-ce que on n'est pas quelquefois dans la vision, excusez-moi du terme, un peu niaise de se dire que celui-là, il est plus bon que celui-là. Chacun vient pour ses intérêts. Et que ce n'est pas à nous de savoir défendre nos intérêts dans les différentes négociations, dans la façon dont nous allons, pas en se disant que celui-là est ceci, celui-là est cela. Chacun vient pour ses intérêts. Est-ce que ce n'est pas nous qui, jusque-là, n'avons pas été assez responsables dans la défense de nos intérêts? Ce que vous dites, vous voyez, ça c'est un débat parce que chaque fois que ces genres de débats viennent, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est pas nous les responsables? Est-ce que c'est pas nous les responsables? C'est vrai, nous avons une partie de la responsabilité. Je suis d'accord avec vous. Nous avons une partie de la responsabilité parce que c'est pas normal quand même qu'on ne fasse pas une autocritique de notre manière de voir les choses, de notre manière de gouverner, de notre manière de gérer. C'est pas normal. Maintenant, chaque pays a ses intérêts. Quand on va vers les BRICS, il ne s'agit pas d'aller commander. Non. Il s'agit d'aller leur dire, nous avons des richesses. Et ces richesses-là, c'est les 22 millions environ de Burkinabés, là, avec plus de 70% de jeunes. Ça, c'est notre première richesse. D'accord. On comprend. Et justement, pour ça, un peu pour terminer sur la question, quand on regarde dans le fond, la plupart des pays, en tout cas, vont vers le BRICS, vous le disiez tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui sont en train de taper aux portes. Quand on regarde un pays comme l'Afrique du Sud, qui est, je pense que dans les 160 milliards que la Chine a comme échange avec le continent, de façon générale, africain, la Chine elle seule, l'Afrique du Sud elle seule, en prend quoi? 56 milliards en gros. Ça veut dire que c'est une grosse part. Le reste, c'est les autres qui se le partagent. Et même à l'intérieur aussi, c'est parce que quand vous regardez l'Afrique du Sud, il y a une structure d'économie qui va avec, on va dire, la réalité de pouvoir tirer meilleure partie de ce type d'échange. Je reviens sur le cas de la Chine qui fait partie de ces BRICS-là. Ces échanges avec le continent, pour la plupart, c'est d'abord des exportations de produits finis, des exportations de produits transformés. Et pour ce qui est des pays africains, pour la plupart, c'est des matières premières. Est-ce que le cas du Burkina qui est en train de chercher à avoir des coopérations plus accrues, il n'y a pas un travail aussi, peut-être sur nos économies en termes de structuration à faire, et lesquelles? Comme vous êtes déjà dans la dynamique de cette coopération-là, qu'est-ce que vous suggérez sur ce chapitre pour terminer? Donc, notre première matière première, je disais, c'était les 22 millions environ de Burkinabés. Nous ne parlons pas de notre sous-sol. Nous ne parlons pas de ce qu'il y a dans le sous-sol. On ne va pas les exploiter. Non, oui, je vais dire, la première richesse sur laquelle nous devons compter, ce n'est pas ce qui est sous terre, non. Puisque c'est les hommes qui font sortir ce qui est sous terre. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis la première richesse, notre première richesse, c'est les 22 millions de Burkinabés là. C'est notre première richesse. Donc il s'agit de valoriser ces 22 millions de Burkinabés, parce qu'il n'y a pas que aller vendre, gagner des devises, revenir. Non, c'est pas ça l'objectif. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait longtemps qu'on vend le coton. Ça fait longtemps qu'on vend l'or. Mais on est toujours dans notre situation. On est même plus pauvre que hier. Les coupures d'électricité, il y en a tous les jours parce qu'on est pauvre. Il y en a tous les jours ces difficultés-là. Donc il ne s'agit pas de produire, aller vendre ou encore nos matières premières ou autres. Non, il s'agit d'une coopération qui va nous permettre, nous, ici au Burkina, de développer nos entreprises, de consommer ce que nous produisons, de pouvoir exporter à l'extérieur, par exemple. C'est faisable. C'est faisable. Présentement, on parle de tomates,
Ça sera pour terminer. Hein. Ok, excusez-moi. Donc, allez-y, ça sera pour terminer. Ok, d'accord. Non, allez-y, votre exemple, ça sera pour terminer. Ok, donc il y a tellement de richesses sur lesquelles on peut se baser pour s'en sortir. Nous avons de la tomate, par exemple, que nous produisons dans le Pastoré. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Développer l'agriculture vivrière. La Chine, ils sont plus d'1 milliard de personnes. 1,4 milliard à 500 millions. Ils produisent le riz et ils viennent nous vendre ici. Nous, ici, on peut bien produire du riz. On a des surfaces, on a beaucoup de surfaces cultivables. On vous a compris en tout cas, j'espère ici. En tout cas, tout est d'abord question de choix et de politique. Tout à fait. Parce que personne ne vient développer. Le Burkina à notre place, c'est pas possible. Personne ne vient développer, on se développe. En tout cas, Ismaël Sissi, on l'aura compris. Je rappelle que vous êtes chargé de formation et voilà, des questions économiques de l'ICEF Burkina BRICS. On a parlé donc de coopération économique et puis on s'est un peu intéressé aussi à l'APEC, cette initiative qui a été lancée récemment par le gouvernement. Merci d'être passé à ce JDS, jeudi dimanche soir. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. Peut-être qu'on vous aura encore sur d'autres questions. Je l'espère bien. Je vous remercie également. Plaisir partagé. Voilà, on continue donc ce JDS avec une autre thématique. Cette fois, on va s'intéresser au réseau des organisations de la société civile pour la promotion de l'action à la justice pour tous, Réopage, qui a tenu un point de presse. C'était hier, 8 juillet, une conférence de presse au cours de laquelle elle a décliné d'abord les objectifs de son organisation. Et là-dedans, ce qui est le cœur, c'est bien la promotion de l'action à la justice, de l'accès à la justice pour tous, et ce, à travers le fonds d'assistance judiciaire mis en place par le gouvernement burkinabé depuis 2016, on le sait. On va avec le reportage et s'en suivant donc des échanges. Rendu opérationnel en 2016 par le gouvernement burkinabé à travers un mécanisme d'assistance, le fonds d'assistance judiciaire demeure méconnu du grand public. C'est l'avis du Réopage, le réseau des organisations de la société civile pour la promotion de l'accès à la justice pour tous. Pourtant, la constitution burkinabé lui en donne le droit de pouvoir bénéficier de ce fonds en remplissant les conditions et la réglementation en la matière. Une dame qui est dans une zone reculée, la personne peut avoir 300 000 ou pour aller demander par exemple un test d'ADN pour savoir si lui c'est le papa de mon enfant. Mais c'est un enfant, il a le droit, la Constitution prévoit qu'il a le droit d'accéder à la justice, mais il n'a pas les fonds. Mais le fonds d'assistance judiciaire qui a été mis en place, lui il est un bénéficiaire privilégié. Mais la personne est là assise, la personne ne sait pas que non, je peux demander. Le fonds d'assistance judiciaire est un mécanisme permettant à l'État d'apporter son concours pour faciliter l'accès à la justice des populations démunies et vulnérables. C'est par la prise en charge des frais occasionnés par les procédures judiciaires telles que les frais honoraires des avocats, les émoluments des huissiers de justice, les frais d'expertise comptable, entre autres. On remarque qu'après 6 ans de fonctionnement, le mécanisme d'assistance judiciaire reste méconnu du grand public, d'où la création de ce réseau pour contribuer à la vulgarisation du fonds d'assistance judiciaire, la proposition des idées pertinentes pour l'accès à la justice pour tous par la population. Surtout la sensibilisation de la population sur la résolution judiciaire de leurs problèmes afin de contribuer à la paix dans notre chère patrie. Créée en décembre 2022, cette structure associative se donne donc pour mission principale de travailler à la vulgarisation par la proposition des idées pertinentes sur l'accès de la population aux services publics de justice. Le Réopage est un regroupement d'une 50aine d'associations intervenant dans le domaine des droits humains du ressort de la Cour d'appel de Ouagadougou et de Farangourma. Il comporte un bureau de 10 membres élus pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Lancé ce 8 juillet, le Réopage compte mailler les 13 régions du Burkina Faso par ses activités. Le Réopage qui nous rejoint donc sur ce plateau, nous sommes avec Joseph Basile Ouedraogo, il est le président de ce réseau-là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Sylvie Savadogo, la vice-présidente. Bonsoir. Bonsoir. On a vu dans le reportage quelle est la thématique centrale. Maintenant, on se pose la question parce que vous dites c'est accès
à la justice. Ça, c'est prêché. Hein. Ok, effectivement. Non, égal accès, équité, ça, c'est ce qui est prêché. Mais dans le concret des choses, pour beaucoup, ça n'a jamais été le cas. Et ça n'est presque jamais le cas. Vous avez décidé de vous focaliser un peu sur le fonds d'assistance judiciaire dont vous avez parlé. Mais il y a une structure, c'est une structure à caractère social, hein, quoi qu'on dise, avec des missions bien connues. Mais le problème de fond, c'est quoi? Depuis 2016, ils sont là. C'est manque de communication. Mais c'est les intéressés là, ceux même qui devraient en être les bénéficiaires qui sont désintéressés à la fin. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous qui êtes de tout temps en train de communiquer et sensibiliser là-dessus, parce que ça fait quand même pratiquement 1 an que vous êtes dedans. Qu'est-ce qui explique ça? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que la question est très simple. Et le fonds d'assistance judiciaire existe depuis bientôt, on peut dire environ 7 ans, parce que c'est depuis 2016. Mais ce fonds est toujours méconnu. Et c'est ça qui est la difficulté majeure. Parce que beaucoup de personnes ignorent même l'existence de ce fonds. Et beaucoup aussi pensent que non, ce fonds n'est pas accessible. Voilà, parce que quand vous allez demander, on peut dire couramment les justiciables, allez-y intenter une action par rapport à cela et demandez le concours du fonds d'assistance. Les gens ont des difficultés parce qu'ils se disent que non, si je dépose ma demande, est-ce que je vais avoir? Et d'autres même ne sont même pas au courant de l'existence de ce fonds. Et voilà les grandes difficultés qui font que depuis 2016 jusqu'à présent, le fonds n'arrive pas en tout cas beaucoup de personnes n'arrivent pas à bénéficier de ce fonds. D'accord. Avant de venir spécifiquement sur le fonds, moi je vais m'intéresser peut-être à des questions plus larges. Le fonds, ça c'est clair que ça sera notre matière tout à l'heure. Le REOPA, c'est bien un réseau des organisations de la société civile pour la promotion de l'action à la justice pour tous. Est-ce que à part, parce que lorsqu'on parle de fonds, c'est l'argent souvent, c'est pour pouvoir se faire accompagner. Est-ce que à part la question des moyens, il n'y a pas d'autres éléments qui sont des freins à l'accès à cette justice-là, de façon générale? Ok. Encore merci pour la question qui est encore pertinente. En fait, la question de l'accès à la justice, c'est une question, je peux dire c'est un couteau à double tranchant. Okay. Parce que quand on dit à quelqu'un d'aller avec son problème à la justice, la personne se pose des questions déjà, est-ce que j'aurai les moyens pour supporter le coût de la procédure? Puisque la Constitution même prévoit que la justice, l'accès à la justice, c'est un droit. Et quand on parle de l'accès à la justice, il y a une définition même juridique déjà de l'accès à la justice. C'est le droit pour toute personne de pouvoir saisir une juridiction ou bien un juge, dire son problème, afin que la juridiction se prononce ou bien le juge se prononce pour dire si peut-être par rapport à ce que vous avez dit, voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est suite à cela que le tribunal ou bien le juge va se prononcer pour dire voilà la décision. Mais ici, le problème, c'est que la personne se dit que non, pour saisir ce juge-là, souvent, ils ne sont pas... ils se disent que la justice, c'est là où il y a des problèmes. La plupart du temps, les gens se disent que non, quand je pars en justice, c'est quand il y a des problèmes. Et souvent, ils se disent que non, si on part, il peut arriver que non, je pars avec un problème et je me crée d'autres problèmes. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes ont une certaine méfiance envers la justice. Voilà. Et maintenant, la question de fond, je suis d'accord avec vous parce que le procès, quand vous pouvez démarrer un procès et par la suite, le procès même la procédure va faire appel à beaucoup en tout cas je peux dire à beaucoup d'éléments, surtout sur le plan financier. Voilà. Et c'est ça maintenant, si vous n'êtes pas financièrement posé, quand vous partez, et surtout dans les tribunaux, vous allez voir des gens qui viennent avec des problèmes. Quand vous parlez même des demandes déjà, la personne même se pose des questions. Est-ce que je vais revenir? Pourtant, à part la demande, il y a encore, après la demande, il y a d'autres choses qui viennent. Et ces choses-là, par exemple, si vous allez, on programme le dossier, et que, dans le dossier, par exemple, la loi prévoit, et le code de procédure pénale prévoit que, par exemple, en matière de flagrant délit, une fois que la personne a été déposée, le procureur décerne un mandat de dépôt contre un prévenu, il a 2 semaines pour traduire la personne devant le tribunal. Et le tribunal a 2 mois pour rendre la décision, pour ne pas juger la personne. Et en ce moment, si la personne, pendant même déjà l'interrogatoire, si on pose la question à la personne, est-ce que, vous voulez prendre un avocat? La question automatique est que je n'ai pas les moyens.
je n'ai pas les moyens. Effectivement, parce que l'avocat, bon, c'est normal, parce que c'est un métier libéral. Donc lui, il faut des frais pour supporter le truc à les honoraires. Et donc le fonds est venu maintenant pour combler, pour ne pas dire ce problème de fonds qui existe en la matière. Voilà. Il y a d'autres procédures aussi qui n'ont pas besoin d'un procès. Par exemple, en cas de recherche de paternité, où souvent il y a des enquêtes. Par exemple, les tests d'ADN. Quand on va demander, ce n'est pas moins de 300 000. Quand vous demandez à une vieille, ou bien à, par exemple, un de nos sœurs, ou bien un justiciable qui est dans je peux dire, dans une commune quelconque, ou bien dans une localité un peu éloignée de Ouagadougou, même à Ouagadougou, ce n'est pas sûr aussi, vous lui demandez de supporter les frais d'environ 300 000 francs pour un test ADN, pour savoir si la personne, déjà même, c'est qui est son papa. C'est énorme. Et donc ce fonds est là, non seulement pour supporter ces genres de coûts. D'accord. On sent qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Parce que j'ai dit de façon générale, est-ce que c'est seulement l'argent? Je vais revenir vers Mme Savadougou. À la limite, si votre président ne voulait pas nous donner déjà des cas, je me dis que vous êtes engagé dans cette sensibilisation-là. Mais très souvent, à quoi vous vous heurtez quand vous allez vers le justiciable pour lui dire il ne faut pas avoir peur. Voilà ce à quoi vous avez droit. Mais quelquefois, on a l'impression de prêcher à des gens qui sont durs d'oreille. Ils disent que bon, voilà d'autres encore qui sont venus nous blaguer, c'est pas clair l'affaire. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est surtout. Bon, d'abord, je vous dis merci pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est surtout, je vais dire, une question de mentalité. Okay. Malheureusement, nous sommes confrontés à une population beaucoup moins lettrée. Et donc, quand nous, on va à la rencontre, par exemple, de ces personnes, et la plupart du temps, ce sont des personnes vulnérables. Ça, il faut le signaler d'ores et déjà. Et donc, automatiquement, elles ont dans leur tête que la justice, c'est pour les riches. Justement pour le problème financier que le président vient d'évoquer. Et aussi, surtout envers les femmes. Les femmes, elles ont plus tendance à avoir peur de la justice. Parce qu'elles se disent être le sexe faible. Donc défavorisé forcément justement, au départ. Donc c'est tout ça qui fait que la communication passe difficilement. D'accord. C'est ça. Mais justement, vous dites ça paraît être bon, ok, c'est pas comme ça qu'on doit voir la chose, et que dans le concret c'est différent. Mais vous prenez même notre capitale ici, Ouagadougou, vous verrez deux personnes qui se font un accrochage en circulation. Quand on fait le constat, quand ils arrivent là-bas, on leur dit bon, on peut faire la conciliation, il faut vous entendre, sinon si vous voulez, vous pouvez aller plus loin. Et puis de la façon dont on vous dit si vous voulez, vous allez plus loin là. Mais vous savez que si vous partez là-bas, là, c'est pas bon pour vous. Et chacun se dit, ça va traîner en longueur, je vais perdre mon temps, je vais perdre mon argent. Je préfère, même quand il pense qu'il a raison et qu'il est convaincu qu'il a raison, je préfère m'arranger ici maintenant et puis ma partie. Donc c'est pas forcément quelque chose de... Est-ce que la justice, on n'en a pas peur là, en définitive? Pas peur, pas une peur morbide, mais on n'a pas envie d'avoir affaire à elle. À la justice. C'est ça. Bon, effectivement, cette question est vérifiée. La justice, les gens ont peur de la justice. Mais en réalité, le problème majeur, c'est quoi? C'est que quand la peur réside du fait de, non seulement, madame venait de souligner, l'ignorance de certaines choses. Voilà, parce que déjà, si tu ne sais pas, parce que c'est comme si c'est l'univers qui est fermé. Okay. Donc les gens, bon, comme vous ne savez pas ce qui se passe dedans, et souvent, ouais, le procès, bon, comme je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais le procès, tu peux démarrer un procès, mais tu ne peux pas savoir le résultat, voilà, la décision qui va. Ça fait que, vu ces éléments, les gens sont beaucoup plus... Puis si tu ne sais pas, bon, je vais commencer le premier, je ne sais pas comment ça va terminer. Vous voyez que ça pose un problème. Donc ça déjà, ça marque déjà je peux dire une barrière pour la personne, pour que la personne demande également, dépose, pour ne pas dire la personne, et essaie d'attraire pour ne pas dire... D'accord. Je comprends maintenant. J'ai dit, il y aura une question qui sera de fond, c'est sur laquelle vous avez communiqué. La question de ce fonds-là, justement, vous dites, tout le monde a accès, c'est quelque chose qui est disponible, mais c'est l'opportunité aussi de communiquer ici et maintenant et donner des détails. Comment est-ce que on a
accès déjà à ce fonds-là? Qui d'abord peut avoir accès à ce fonds? On commence comme ça. Tout à l'heure, madame a dit un mot, elle a dit vulnérable. C'est ça. Donc, quels sont les critères? Allons-y. Pour les conditions d'obtention de ce fonds, il faut d'abord être de nationalité burkinabé, une personne physique de nationalité burkinabé. Et les étrangers également peuvent bénéficier de ce fonds à condition que le principe de réciprocité soit reconnu par le pays d'où il vient. Alors, ça veut dire qu'il faut que le pays d'où vient cet étranger-là accorde également le bénéfice de l'assistance judiciaire à nos ressortissants qui sont là-bas. Okay. Voilà. Et deuxièmement, il y a la condition de vulnérabilité. Les personnes bénéficiaires de l'assistance juridique, on a mis l'accent beaucoup plus sur les personnes vulnérables pour justement pouvoir rapprocher le justiciable de la justice. Voilà, parce que beaucoup sont là avec leurs problèmes, mais pour manque de fonds, manque de moyens, automatiquement, ils refusent d'aller à la justice. Et troisièmement, il y a une autre catégorie spéciale de personnes qu'on appelle les bénéficiaires d'office. Ça, ce sont les enfants victimes de traite ou les enfants en conflit avec la loi ou dont les parents sont en situation de vulnérabilité. Moi, je ne sais pas si le président peut ajouter autre chose. Je pense que ce que la vice-présidente vient de dire, c'est exact. Maintenant, ceux qui nous regardent là, ce qu'ils disent, il y en a qui comprennent facilement, d'autres pas. Ils disent, bon, ok, ça c'est bien. Mais comment on prouve qu'on est vulnérable? Ça veut dire que lui, il est là, il dit, bon, ça c'est bien. Moi-même, je connais ma condition, ça ne va pas. Mais quand je vais aller les voir là, c'est celui qu'on me dit, il faut prouver que ça ne va pas chez toi. Dans ce cas, qu'est-ce qui est demandé? Parce que derrière, le monsieur va vous dire, il va aller faire des courses en quoi à l'administration, c'est problème. On va lui demander ceci, on va lui demander. Comment est-ce qu'on prouve sa vulnérabilité? Ok. Et je pense que ici, les choses sont simples. Mais avant de répondre à cette question, il y a un élément que je voulais ajouter à ce que madame venait de dire. Ça concerne les étrangers. Voilà. Et les étrangers, bien que les Burkinabés peuvent demander le concours du fonds d'assistance judiciaire afin de pouvoir intenter leur action en justice. Mais maintenant, les étrangers, eux aussi, ils peuvent, madame venait de souligner, la condition de réciprocité. Voilà. Maintenant, il y a une deuxième catégorie. Bon, je peux dire, c'est une petite exception au niveau des étrangers, puisqu'il y a la loi 042 de 2008 concernant la situation des réfugiés. Voilà, les réfugiés, eux, ils peuvent bénéficier de ce fonds comme les Burkinabés. Voilà, okay. Vous voyez qu'ils sont étrangers, mais ils bénéficient de la protection de la loi pour bénéficier du fonds comme les Burkinabés. Ok. Voilà. Maintenant, parce que il faut prouver évidemment sa condition. Voilà. Maintenant, pour prouver sa condition, et généralement, on demande le certificat d'indigence. Okay. Voilà, le certificat d'indigence, ça se délivre au niveau de la mairie. Voilà, vous partez, vous demandez, par exemple, les trucs là, et vous demandez à ce qu'on puisse vous donner le certificat d'indigence. Effectivement, eux aussi, ils vont faire l'enquête pour voir si la personne qui vient dire que non, moi, parce que quand vous prenez l'article 3 du décret, concernant le fonds d'assistance judiciaire, c'est clair. Quelqu'un qu'on dit que la personne est indigente doit deux éléments majeurs. C'est-à-dire quand on dit que non, moi je suis dans une situation d'indigence là, ça veut dire que je ne peux pas subvenir à mes besoins primaires. Et qu'est-ce qu'on entend par besoins primaires? Besoins primaires, par exemple, si tu ne peux pas assurer ton alimentation, tu ne peux pas assurer ton logement, tu ne peux pas assurer les soins, le côté sanitaire. On trouve que vous êtes vraiment dans une situation d'indigence. Donc ça veut dire, en ce moment, on peut, selon les critères, on peut vous accorder ce certificat pour que vous soyez maintenant à la demande. Voilà, par exemple, concernant le cas des enfants que madame venait d'évoquer, par exemple, un enfant, nous on considère, lui c'est un bénéficiaire d'office. C'est-à-dire lui, un bénéficiaire privilégié. Il suffit seulement que lui fait la demande pour le fonds
Et si c'est un enfant, même si son papa, parce que lui, même si son papa c'est quelqu'un qui est nanti, il suffit seulement. Mais dans ce cas de figure, si sa condition d'enfant, voilà. Il y aura systématiquement, comment dire cela, peut systématiquement y avoir droit. Pourquoi ce n'est pas systématique? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut encore en faire la demande? Non, parce que pour un enfant, je veux dire. Pour un enfant, il faut, parce que vous voyez, la question de la demande, c'est une procédure, je peux dire, c'est une procédure formelle. Ça veut dire c'est pour qu'on puisse avoir, parce que quelqu'un qui parle seulement oral pour dire bon, moi je vais demander le. On se montrer la volonté. Voilà. Aussi. Ok. D'accord. Et justement, quand on prend, je peux dire qu'il doit avoir des fourchettes, c'est-à-dire que ce n'est pas un fonds qui, voilà, vous ne pouvez pas être dans une affaire où celui qui va vous accompagner va prendre à lui sur la moitié du fonds. Il doit avoir des plafonds. Mais comment ça fonctionne? Parce que j'ai entendu parler que pour les TJ, on parle de 150 000 en gros, autour, quand on parle d'experts qui interviennent, on parle de 300 000. C'est comme ça. Comment c'est encadré? Et au niveau du fonds, malheureusement, le DG n'est pas là pour voilà, et répondre, voilà, comme c'est lui qui, voilà, qui est à leur discrétion. Voilà, l'autorité compétente pour parler. Mais je précise que nous, lors de la formation à Koudougou, on a eu à avoir des informations sur pas mal de choses. Et concernant le truc, les fourchettes, il y a le premier degré, il y a le deuxième degré et il y a la cassation. Voilà, par exemple, le premier degré, nous, on a dit, bon, par exemple, les 200 000 en maximum qu'on accorde pour l'avocat, les honoraires d'avocat, si on doit accorder, par exemple, 200 000 à un avocat. Et nous-mêmes, en tant que juristes, nous-mêmes, on a dit en ce moment, on a fait des recommandations pour que, voilà, on puisse dire à l'autorité compétente, l'État qui a eu la volonté de faire la promotion et la gratuité de l'accès à la justice, une réalité, que ces éléments soient pris en compte. Par exemple, si l'honoraire de l'avocat c'est 200 000, moi si je suis un avocat, je dois défendre un dossier de 200 000. Et dans mon cabinet, il y a des dossiers de 1 million, de 2 millions. Est-ce que pensez-vous logiquement que je pourrais avoir les mêmes... Pourtant, les dossiers de 200 000 que je vais prendre pour le dossier, peut-être même là, il y a des frais qui concourent le truc, pour ne pas dire l'ouverture du dossier. Et si dans les 200 000, là, je commence le dossier et que je trouve que non, il y a des frais supplémentaires. Vous voyez, c'est pas simple. C'est que on nous a dit que les montants, c'est-à-dire que les frais d'assistance judiciaire variaient selon la matière, la procédure, le degré de juridiction. Je me retourne vers madame. Tout à l'heure, votre président disait quelque chose d'intéressant. Si on me donne temps et que je me rends compte que, bon, avec d'autres dossiers, j'ai mieux. Donc, le judiciaire, ben, il nous regarde. Hein. En même temps, vous allez les sensibiliser. Non, la justice, c'est pour tout le monde. Même quand vous n'avez rien, quelqu'un doit vous défendre. Et le quelqu'un a lui aussi dit que moi, je vais venir me fatiguer ici alors que j'ai mes millions qui sont en train de m'attendre là-bas. Donc, accès à la justice, ça ne c'est pas avoir accès à un avocat qui va mal gérer votre dossier. C'est un avocat qui prendra crânement les choses autant que celui qui a été bien payé. Ça aussi, c'est un autre palier. Parce que là-bas, c'est pas un autre niveau de comment dire ça, quelque part, d'insatisfaction ou un niveau de débat. C'est exactement ça. Mais bon, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est qu'un avocat à qui il est confié une affaire de ce genre et qui préfère aller dans les affaires juteuses, on va dire, plutôt que cette affaire de 200 000, il y a la possibilité qui est offerte aux bénéficiaires de demander le changement d'avocat. Sur le terrain, on a eu des cas comme ça. Voilà, que ce soit, nous on intervient également dans les prisons, donc il y a eu des prisonniers qui ont bénéficié justement de cette assistance judiciaire là, et qu'au finish, on a eu du mal à joindre même l'avocat pour le rappeler de l'affaire dont il est question là. Ça faisait même plus d'une année que l'avocat avait été désigné pour gérer cette affaire, mais bon, il avait mis ça dans ses placards. Mais bon, quand on a pris attache avec le fonds d'assistance judiciaire, on l'a rappelé à l'ordre, on va dire, et finalement il est revenu et en moins d'une semaine ça a été géré. Là, ça devient compliqué. Hein. Ça devient compliqué. Moi, je me rappelle qu'il y avait aussi un atelier, je pense que c'était 2020, où il était question même de l'appurement du passif. Ça veut dire qu'il y a certains aussi qui défendaient des dossiers et puis ils n'étaient pas payés. Est-ce que ça, c'est pas une source de motivation à la fin?
La question est posée à vous deux. Hein. Effectivement, ça peut être une source de motivation. Mais je pense de motivation, mais ça ne doit pas être une source de motivation. Je suis d'accord. En fait, quand on doit défendre un procès, généralement, quand vous allez voir, il y a des avocats, chacun a les types de dossiers à défendre. Par exemple, il y a certains qui disent pour des questions religieuses, je ne défends pas un dossier de divorce. Voilà. Vous l'appelez pour un dossier de divorce, le monsieur va vous dire vraiment, je comprends, mais je ne veux pas m'engager dans ce... C'est pour des convictions religieuses. Il y a d'autres aussi, ce n'est pas pour des questions religieuses, mais c'est pour des questions aussi, bon, je peux dire, c'est ses propres principes. D'accord. Voilà. Donc vous savez que quand c'est comme ça, il y a la démotivation aussi, mais il y a les principes. Et il y a l'idéal que certains avocats utilisent aussi dans le tri même des dossiers. Pourtant, quand, par exemple, la commission d'instance judiciaire est saisie, et, par exemple, la commission d'instance judiciaire a 1 mois pour dire si la personne est bénéficiaire ou même va bénéficier de ce fonds. Et automatiquement, la commission a 3 jours pour envoyer le dossier à la direction générale pour que maintenant, on saisit automatiquement dans un délai de 8 jours le bâtonnier de l'ordre des avocats pour qu'il désigne un avocat à leur niveau. Et nous, on a dit ça, bon, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Comme on a l'habitude de dire dans le domaine du commerce, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Puisque ce qui se passe entre un avocat et son client, c'est une question de confiance. C'est comme un médecin et son patient. Si moi, je vais venir vous expliquer mon affaire, c'est parce que j'ai confiance en vous. Sinon, je ne vais pas venir vous expliquer mon affaire. Donc, l'avocat en question, on a vu des procédures où des gens, ils étaient dans le dossier, entre ils viennent et disent, mais on va demander à ce qu'on sent l'avocat, parce que l'avocat en question, bon, c'est fois que nous, la partie défenderesse aussi, n'est pas, bon, ça veut dire l'avocat n'est pas clair, c'est comme si l'avocat défendait, c'est comme si en bas, l'avocat avait également des contacts avec la partie défenderesse. Et en ce moment, vous voyez que ça pose problème. Mais ça, c'est un conflit. Justement. Et donc, le monsieur en question, je peux dire le justiciable, a demandé à ce qu'on change automatiquement d'avocat. Et on lui a dit que c'est son droit. Et il a changé son avocat. Donc, ça veut dire que ces raisons font que souvent, on peut avoir des problèmes dans le choix de l'avocat. Donc, nous, on a demandé lors de l'atelier, on était clair pour recommandation. Nous, on a proposé, laisser le justiciable lui-même, celui qui a un problème, quelqu'un qui est au village, vous lui donnez 2 heures pour chercher un avocat. Est-ce que même d'ici Bignoret, même 2 heures, si quelqu'un doit quitter ici, aller à Bignoret, 2 heures pour défendre déjà un prévenu qui est déjà devant le procureur ou devant le cabinet d'instruction. On lui donne 2 heures pour chercher un avocat. C'est en France qu'on pourrait voir les avocats défiler dans les tribunaux, parce que même si tu ouvres ta porte, déjà tu peux voir. Mais ici, c'est pas simple. Donc ça fait que la distance déjà pose problème. Donc nous on a demandé non seulement qu'au niveau des bâtonniers, qu'on voie pour que, au lieu que les avocats soient, le nombre, bien vrai que c'est élevé, mais on trouve que ce n'est pas encore arrivé. Donc qu'on augmente là-bas et que maintenant on permette aux justiciables de choisir directement les avocats. Et si le justiciable a choisi son avocat, et maintenant le fonds d'instance judiciaire maintenant appelle le monsieur A, vous avez dit que l'avocat a choisi maintenant. Ok, maintenant, donnez votre contact. Et en ce moment, maintenant, on le paye ses honoraires. Vous voyez que là, ça serait beaucoup plus intéressant. Sinon, quelqu'un qui a un problème avec l'État, et la loi dit c'est l'État lui-même qui va te désigner, qui va payer l'argent à un avocat qui te défend. Vous voyez que c'est bizarre. Parce que tu vas dire que est-ce que si l'État va enlever l'argent, payer quelqu'un qui va me défendre contre lui-même. Vous voyez qu'en fait, c'est pas simple. Donc, ça veut dire l'appréhension même de cette partie-là est un peu compliquée. Donc, nous, on a dit, non qu'à permettre au justiciable de choisir lui-même son avocat. Et une fois que l'avocat est choisi maintenant, on lui met en contact. Et en ce moment, on n'a qu'à voir également le montant des honoraires. Voilà, pour que ça ne soit pas les 200 000. Et au 2e degré, là-bas aussi, il y a un fonds, il y a environ 300 000. Et pour ne pas dire en cassation également, il y a le montant. Et ces demandes également peuvent être faites non seulement avant l'audience, et avant et pendant l'audience, pendant la procédure. Et ce qui est encore important à préciser, c'est que la personne soit demanderesse ou la personne soit défenderesse
ça n'a pas d'importance. C'est pas parce qu'on me défend que je ne peux pas demander le fonds. Okay. C'est pas parce que j'ai un problème, je vais aller à la justice que je ne peux pas demander le fonds. Que je vais à la justice ou bien j'ai un problème, quelqu'un a un problème contre moi, je peux toujours demander pour m'aider. Et la fonction aussi n'a pas d'importance. Les gens disent que non, il y a des travailleurs, que lui, il travaille. Mais pourquoi il peut dire qu'il est dans une situation d'indigence? On dit, mais quelqu'un peut travailler, mais son travail ne lui permet pas de supporter toutes ses charges. Vous voyez que ce sont des charges, il y a des charges familiales. Voilà, donc, on comprend donc mieux. Et on sent que le Réopage a donc fort à faire, parce que vous sensibilisez tant chez celui qui est demandeur des services de la justice, tant aussi chez les acteurs de la justice eux-mêmes. Ça doit pas être simple. Maintenant, en un an, je pense que vous avez eu le temps d'avoir le dos assez large pour ces éléments. On va vous souhaiter une bonne suite et puis espérez vous revoir ici encore sur ces questions qui sont assez intéressantes. Je rappelle que le Réopage, c'est le réseau des organisations de la société civile pour la promotion de l'accès à la justice pour tous. En tout cas, merci Joseph Basile d'être passé. Joseph Basile Ouedraogo, qui est le président du Réopage, mais merci aussi à vous, Sylvie Savadogo, vice-présidente du Réopage. Merci à vous également. C'est un plaisir. On va nous continuer ce JDS avec une autre problématique, avec une initiative, la 5e édition du Salon international de l'arbre, qui a ouvert ses portes le 6 juillet dernier, et cela a duré 72 heures pour le poumon vert, et il y avait des réflexions sur le rôle et l'appui à la capacité des populations à faire face au changement climatique et à la crise sécuritaire. Cette édition s'est tenue au parc urbain Magloéogo et la thématique c'est bien arbre et résilience. On revient sur son lancement pour venir en faire le bilan tout à l'heure donc avec les promoteurs, et cela se fait avec Assompta et Maxime Jean-Eudes Bambara pour le reportage. La 5e édition du Salon international de l'arbre SIA bat son plein au sein du poumon vert de la capitale burkinabé. Vitrine de promotion de plants et de produits dérivés de l'arbre, le SIA 2023 est placé sous le thème Arbre et résilience. Une manière pour le comité d'organisation de mettre au cœur des réflexions le rôle essentiel de l'arbre en appui à la capacité des populations à faire face non seulement au changement climatique, mais aussi à la crise sécuritaire que vivent les pays de la sous-région ouest africaine, notamment le Burkina Faso. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'environnement, Thomas Yampa, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture, a saisi l'occasion pour interpeller la population à travailler à la restauration du couvert végétal. Avec l'arbre, nous avons en fait des produits de la médecine, nous avons des denrées alimentaires, nous avons du bois de chauffe, tout comme tout ce qui est énergie, tout ce qui est bois d'œuvre également. Donc, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas effectivement s'en passer de l'arbre qui participe également à l'épuration, que ce soit l'air ou les eaux. Donc, c'est vraiment une nécessité impérieuse pour tout citoyen et l'ensemble des communautés à protéger l'arbre pour que l'arbre également protège la vie. Selon Rodrigue Ilou, coordonnateur général du comité d'organisation du Salon international de l'arbre, l'innovation majeure de cette 5e édition est l'introduction parmi les activités d'un cross salubrité prévu pour le samedi 8 juillet prochain. Cette innovation vient du fait que nous sommes dans le parc et en échangeant avec les autorités du parc, nous savons que chaque saison pluvieuse, le parc est envahi par des déchets plastiques surtout, qui sont des déchets laissés par les riverains sur la voie publique qui se retrouvent dans les caniveaux et qui viennent dans le parc. Et ça menace la vie des animaux qui sont dans le parc parce qu'ils peuvent les ingurgiter et puis avoir des taux de mortalité élevés. Donc nous avons voulu par ce cross sensibiliser les riverains et en nettoyant ce qu'on aura comme déchets sur la voie publique et en même temps sensibiliser les riverains pour ne pas laisser ces déchets-là. Donc, en plus du cross salubrité, cette 5e édition sera marquée par une conférence publique sur le thème Arbre et résilience dans un contexte de changement climatique et de crise sécuritaire. 72 heures durant, les acteurs du domaine vont également montrer leur savoir-faire à travers des expositions de plants et produits dérivés de l'arbre. Retour sur ce plateau et nous sommes donc sur la thématique du Salon de l'arbre qui a été donc on va dire posée par ce reportage. On est rejoint par Dr Rodrigue Ilou, il est le président du comité d'organisation du Salon international de l'arbre. C'est vrai que lorsqu'on entend déjà même Salon international de l'arbre, on se dit mais ces messieurs les sont allés chercher. C'est quoi? C'est d'abord le domaine dans lequel vous intervenez qui vous y met. C'est une problématique à laquelle vous êtes intéressé, qui vous parle. C'est quoi?
Ok, merci bien voilà, pour cette question et cette opportunité que vous nous donnez pour mieux présenter notre initiative qui est le Salon international de l'arbre. Bon, il faut dire qu'effectivement, c'est en 2018 que nous avons eu cette initiative. C'est parti d'un certain nombre de constats que nous avons vus au niveau international. Nous avons eu en 2018 à avoir accès à une étude qui a été menée en 2017 par une institution internationale qu'on appelle Botanic Garden Conservation International, qui a mené l'étude et qui a pu dénombrer le nombre d'espèces d'arbres que nous avons dans le monde. Et il parlait d'environ 60 000 espèces d'arbres différentes. Et sur ces 60 000 espèces d'arbres différentes, nous avons 9 600 environ qui étaient menacées d'extinction. Ça veut dire qu'ils vont disparaître et des générations viendront et ne les connaîtront plus jamais. Donc, à partir de ce constat, nous nous sommes dit, mais tiens, nous nous sommes déjà engagés en tant qu'association dans le domaine de la protection de l'environnement. Et là, des chercheurs viennent nous réveiller sur une problématique assez importante, assez majeure. Et on s'est essayé aussi à voir un peu les choses au niveau national. Et nous avons vu que même au niveau national, les ressources forestières aussi étaient en danger. Parce qu'une étude du ministère de l'Environnement en 2019 nous informait qu'environ le Burkina perd 247 000 environ d'hectares de forêt par an. Et donc, ces chiffres mis ensemble, on s'est dit, nous en tant que jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il faut rester comme ça quand on sait tout ce que l'arbre nous apporte? Voilà, en termes au plan santé, au plan économique, au plan social, culturel, sur presque tous les plans. Donc c'est là on s'est dit qu'il faut qu'on ait un cadre de réflexion, un cadre de questionnement, un cadre d'action, mais un cadre aussi de promotion et de valorisation de l'arbre. Et donc c'est ce qui nous a amené à initier le Salon international de l'arbre en 2018, dont la 5e édition s'est tenue cette année. Et c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure le lancement. C'est quel bilan vous faites de cette 5e édition? C'est vrai qu'on a vu des expositions et tout, mais quel bilan vous faites? Est-ce que ça gagne en maturité? Est-ce que le destinataire final, c'est-à-dire la population, se sentent plus concernés? Vous sentez des changements au regard de la sensibilisation autour de l'arbre? Oui, il faut dire que nous sortons en tant qu'organisateurs, nous sortons très satisfaits de cette édition. Satisfaits parce que la mobilisation a été même au-delà de nos attentes. Et nous avons eu à organiser essentiellement, je dirais, 3 activités autour de ce salon. C'est les expositions de produits dérivés de l'arbre. Et nous avons eu environ une 60aine d'exposants venus des différentes régions du Burkina, et qui ont exposé leur savoir-faire et également les différents produits que nous avons qui sont dérivés de l'arbre, mais également des plants, parce que nous sommes à l'entrée de la campagne de reboisement. Il y avait des plants que les pépiniéristes et jardiniers ont proposés, mais également le Centre national des semences forestières. Et la deuxième activité a été la conférence publique, qui a mobilisé plus d'une centaine de personnes. La salle de conférence de Bangrego a refusé du monde ce jour-là. Et nous avons eu d'éminents panélistes qui nous ont entretenus sur le thème principal de l'édition, qui est Arbres et résilience, et dans un contexte de changement climatique et de crise sécuritaire. Et ces panélistes nous ont permis de passer en revue tout ce que nous avons d'abord comme politique publique en la matière, les écueils qui existent, et voilà, les difficultés et les réformes qui doivent être entreprises, mais aussi montrer ce qui est fait aussi au niveau de l'État en matière de promotion et de protection et de valorisation de l'arbre. Il y a aussi les acteurs terrain qui étaient des panélistes, des associations et des ONG qui ont présenté leur savoir-faire et leurs actions actuellement et dans un contexte de résilience. Et beaucoup interviennent aujourd'hui dans les zones dites rouges et ils arrivent à continuer les activités de reforestation et d'agroforesterie malgré ce contexte difficile, parce que ces espèces forestières, si on ne les protège pas, on va même doubler encore la crise, parce que aujourd'hui les études ont montré que l'arbre constitue un réconfort pour ces communautés aujourd'hui qui en proie à la crise sécuritaire, parce qu'ils n'ont plus accès à leurs champs. Mais les produits forestiers non ligneux sont des supports économiques et également alimentaires pour eux. La troisième activité, et qui est l'innovation de cette édition et dont nous sortons aussi satisfaits, c'est le cross-salubrité, le course de salubrité que nous avons initié cette année. Comme le reportage le disait, nous avons eu 4 éditions que nous avons menées au parc, et chaque fois on voyait un peu les responsables revenir sur l'envahissement du parc par
déchets plastiques. On s'est dit, bon, peut-être qu'on n'a pas les moyens pour curer tous les caniveaux qui drainent ces sachets, ces déchets plastiques dans le parc, mais ce qu'on peut faire, c'est d'initier cette activité pour nettoyer les alentours du parc, afin de sensibiliser déjà les riverains. Et donc, cette activité s'est tenue le samedi dans la matinée et a mobilisé plus d'une centaine de personnes. Et là, nous sommes satisfaits parce que nous avons eu plus de la moitié, c'était de très jeunes enfants qui étaient là, et les plus jeunes de la société d'ailleurs qui étaient là. Et donc, ça nous a montré qu'il y a de l'espoir, si déjà les plus jeunes sont sensibilisés à cette question. Et nous avons pu ce jour ramasser en tout cas une quantité énorme de déchets dans les alentours de Bangréogo. Et donc, en gros, voilà ce qu'on peut déjà dire en termes de satisfaction. Et au niveau aussi des acteurs qui chaque année participent au salon, ils ont dit que cette année, ils se sont rendus compte que le salon est allé en maturité. Okay. C'est parce que nous avons pu maîtriser un certain nombre de difficultés que nous rencontrions les éditions passées, même s'il y a encore certaines difficultés, notamment financières, qui restent à résoudre pour les prochaines éditions. Voilà ce qu'on peut faire déjà comme bilan, donc pour dire que c'est satisfaisant. C'est vrai que la thématique centrale, c'était la question de la résilience. Hein. Ouais. Salon de l'arbre, résilience. Mais quand on regarde, a priori, on s'est dit, bon, les gens sont quand même soucieux de l'arbre. Quand ne serait-ce qu'à voir, lorsque les périodes arrivent, qui sont celles de plans et tout, on dit 100 plans ici, 300 plans, les sociétés s'y mettent, le politique s'y met, on se dit, bon, c'est partagé, donc c'est bon. Mais au fond, c'est plutôt un outil marketing. On ne s'en occupe pas vraiment. Ouais. Alors que la résilience, ça doit prendre quel visage ? Oui, bon, résilience, il faut dire que c'est même dans les deux sens. Et lors de la conférence publique, on en a parlé. Résilience même pour les ressources forestières elles-mêmes. Résilience aussi pour les communautés qui en bénéficient. Résilience parce que dans le contexte de changement climatique, les espèces forestières aussi prennent un coup. Et donc, même les reboisements doivent évoluer en termes de qualité. Voilà, pour pouvoir avoir des arbres plus robustes qui vont tenir dans le temps. Et donc, il faut se départir des activités folkloriques, justement, en termes de reboisement, parce qu'il s'agit là de questions suffisamment sérieuses. Et donc, les reboisements doivent être vraiment des actions qui viennent pour sauver nos ressources forestières. Parce que, comme je l'ai dit, les chiffres nous montrent qu'il faut que nous agissions en tant que pays sahélien. Et donc, résilience aussi dans l'autre sens, parce que, comme je l'ai dit, les ressources forestières, et notamment les produits forestiers non ligneux, joue un rôle très important dans l'équilibre économique de notre pays. Et donc pour dire que quand on parle aujourd'hui des solutions pour faire face aux effets de changement climatique, de la crise sécuritaire, et l'arbre est un allié incontournable. Et donc pour dire que si nous acceptons cela demande à ce que nous revoyons nos pratiques de reboisement, nos pratiques de protection et de gestion de nos ressources forestières. Et donc c'est un peu ce point que cette présente édition a voulu en tout cas soulever pour que ensemble nous puissions aller dans la co-réflexion, trouver des solutions les plus adaptées. Et pour répondre plus précisément à votre question de reboisement, le communicateur, le panéliste du CNSF nous a vraiment édifié avec sa communication qui nous a permis de voir que les reboisements ne doivent pas se faire à tout va. Il y a un certain nombre de principes à respecter, surtout que le reboisement se prépare. C'est pas une activité qu'on se lève le matin comme ça et entend, je dis je vais aller planter un arbre. Même si on veut que tout le monde s'y met, on veut aussi que ça ait des résultats. Donc cela est très important. Ils nous ont dit, voici un certain nombre d'étapes, notamment la préparation, le choix du terrain, le choix aussi de l'espèce qu'on va aller planter et tout un calendrier de suivi et d'entretien. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on associe aujourd'hui à nos campagnes de reboisement. D'accord. En tout cas, une 5e édition qui a tenu ses promesses, vous le disiez tout à l'heure, et on va espérer mieux pour la 6e édition. Vous avez dit qu'il y a un talon d'Achille. Bon, ceux qui se succèdent, qui organisent ici des salons et autres, nous disent tout juste là. Ouais. La question de financement. Tout à fait. C'est qu'on a du mal souvent à intéresser ceux qui sont en capacité de financement à certaines questions, ou bien c'est la tendance actuelle, c'est que ça ne va pas forcément. Bon, il faut dire que, d'abord avant de répondre à cette question de façon précise, il faut dire qu'on a des partenaires quand même qui sont habituels et qui nous accompagnent chaque année, et ces partenaires ne sont pas des entreprises en réalité, c'est des ONG ou c'est des organismes de l'État, et c'est
par exemple l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et Sahel nous accompagne depuis la première édition. C'est le lieu pour nous de remercier son ancien coordonnateur. On ne va pas les citer ici. Non, je ne vais pas citer son ancien coordonnateur. Non, il n'y a pas de souci, M. Va. Mais on tient à le faire parce que c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour ce salon. Et donc, il y a aussi l'ONG 38 qui nous accompagne aussi depuis la première édition. Et donc, pour dire que ce sont des partenaires habituels. Mais en fait, c'est des ONG, ils ne peuvent pas faire au-delà de leur capacité en termes de budget parce qu'eux aussi, ils ont des partenaires financiers qui sont derrière eux. Et donc, là où il y a la difficulté, c'est un peu les sponsoring parce que nous avons un certain nombre d'activités. Les activités de sensibilisation de masse demandent beaucoup de moyens. Vous voyez, par exemple, même pour le cross, on aurait voulu avoir du matériel parce que les riverains étaient dans leur cours. Parfois, quand on a du matériel d'animation, ça leur permet de sortir pour écouter. Parce que là, on faisait un peu du porte-à-porte. Quand on arrive devant des portes, on voit que des gens sortent avec des sachets, des déchets plastiques qui déversent juste devant leur porte. En cas de pluie, ça rentre dans le caniveau, ça se retrouve dans le parc. Et on leur a fait des séances de sensibilisation pour leur expliquer que non, il faut changer de pratique. Mais on s'est dit que si on avait des sponsors derrière pour mieux donner une certaine visibilité à cette activité, on aurait eu plus d'impact. Mais c'est là que un peu il y a des difficultés parce que bon, il faut dire que les activités de sensibilisation de masse demandent beaucoup de moyens, comme je viens de le dire. Et c'est là qu'on interpelle encore beaucoup de partenaires à s'apprêter à nous recevoir à l'airport pour nous accompagner pour la 6e édition. Docteur, merci docteur Rodrigue Ilou. On va vous souhaiter en tout cas d'avoir de meilleurs accompagnements pour la 6e édition. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation du Salon international de l'Arbre. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. Et nous allons poursuivre ce JDS avec un autre sujet. Et cette fois-ci, on va parler plutôt éducation, mais avant, on va s'intéresser d'abord aux effets du terrorisme. On sait que cela occasionne beaucoup de déplacements, notamment de population, et ces déplacés internes se retrouvent dans des situations souvent très difficiles. Comment se passe leur réinsertion? Comment arrivent-elles, parlant de ces personnes-là, à se réinventer une vie, souvent dans des conditions nouvelles et pas simples? Ces questions, nous les sommes posées et nous sommes allés à Kaya, une commune qui reçoit beaucoup de PDI, personnes déplacées internes, et c'est Hyacinthe Savadogo et Dorothée Bambara qui nous donnent la réponse à travers ce reportage. Nouvelle vie des personnes déplacées internes, nous sommes dans ce hameau de culture de Zakaria Sawadogo, situé à quelques kilomètres de la ville de Kaya. Ici, des femmes venues de plusieurs localités du centre-nord en proie aux attaques terroristes tentent de s'intégrer en s'adonnant à la maraîchiculture. Une activité qui, certes, n'est pas beaucoup pratiquée dans leur zone de provenance, mais qu'elles ont pu tout de même adapter au fil du temps. C'était la culture du mil, notre principale activité. Sinon, on ne faisait pas ce travail. Mais depuis qu'on est venu ici, c'est ce qu'on fait maintenant et surtout avec le manque de champs pour cultiver. On faisait la maraîchiculture il y a 4 ans, mais avec le déplacement forcé, nous n'avons pas le choix. Vraiment, quand nous sommes arrivés, le propriétaire nous a accueillis à bras ouverts et ça nous réussit plus qu'avant. Ces femmes déplacées internes qui sont dans cette activité depuis 2 ans se disent être satisfaites car elles arrivent à se procurer des revenus. Vraiment, on trouve gain de cause. À l'approche de la fête de Tabaski, on a pu acheter les vêtements de nos enfants et également des condiments pour préparer. Les femmes ne sont pas les seules concernées. Des hommes à l'image de Pate Ouedraogo et de Raougo Ouedraogo, tous des déplacés internes, se donnent aussi à cette activité depuis leurs arrivées il y a 3 ans. Pour ces derniers, le métier du jardinage nourrit son homme et ils n'ont plus rien à envier à leur vie d'avant. J'arrosais des plantes et maintenant je cultive du gombo, du manioc, de la tomate. Tout ça à cause de lui. Vraiment, je ne me plains pas.
Je suis un déplacé et je suis avec Zakaria Sawadogo il y a 3 ans de cela. Il m'a soutenu comme il se doit. J'avais un vélo et grâce à lui, j'ai une moto maintenant. J'ai eu une femme et on a même un enfant. Vraiment, tout est bon ici. Cette insertion des personnes déplacées internes a été favorable grâce à un bon accueil qu'ils ont bénéficié de la part de Zakaria Sawadogo qui leur a initié cette activité sans conditions aucune et dans l'espoir que ces personnes retrouvent le sourire. Ce qui constitue le sérieux problème actuellement, c'est le manque de nourriture, de condiments, le bois de chauffe et l'eau. J'ai choisi de pallier le problème d'eau. Il y a également la maraîchère-culture pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Je souhaite aller au-delà, mais faute de moyens. Si j'avais eu un accompagnement, j'allais faire plus que ça. En dehors de la maraîchère-culture, d'autres activités au profit des PDI sont également à mettre à l'actif de Zakaria Sawadogo, comme ici le forage, afin de donner du travail aux PDI. L'homme aux multiples activités en faveur des personnes déplacées internes ne compte pas s'arrêter à mi-chemin. Tous ceux qui peuvent nous accompagner qu'ils le fassent parce que nous sommes énormément dans le besoin. Si malgré le peu de moyens que nous disposons on arrive à aider, c'est qu'avec un accompagnement on ferait mieux. Vous avez vu ce que j'ai déjà fait avec les PDI. En tout cas, ils ont le minimum pour vivre. La ville de Kaya accueille des milliers de personnes déplacées internes et à cet effet, la création d'activités génératrices de revenus à l'endroit de ces personnes est à encourager. Zakaria Sawadogo lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté à emboîter ses pas, c'est-à-dire accompagner les personnes déplacées internes. Nous revenons sur ce plateau et à présent avec une toute autre actualité. On va parler éducation et dans les titres je ne l'annonçais pas, mais juste après je l'ai évoqué et cela vient maintenant à ce moment de ce JDS, une grève de 120 heures. C'est un mot d'ordre qui a été lancé par l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEB de l'UFR SVT. Cela a été annoncé le vendredi dernier et ce depuis le siège du collectif des organisations démocratiques des étudiants à Ouagadougou. Et c'était donc au cours d'une conférence de presse. Qu'est-ce qui se passe à l'UFR SVT? C'est la grande question que nous nous posons. En tout cas, il a été dénoncé une planification de renvoi de la promotion Master 1 de la dite unité, qui compte, il faut rappeler, 500 étudiants. Et donc, nous avons sur ce plateau avec nous Mamadou Sanou, qui est délégué général de la corporation ANEB de l'UFR SVT. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir, même si on sait que c'est dans des moments qui ne sont pas forcément heureux. Pour ce qui est des étudiants que vous êtes, vous annoncez une grève de 120 heures. La grande question qu'on se pose, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas à cette UFR pour que l'étudiant dise que toute une promotion, on a bien envie de lui qu'il y ait des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, merci. C'est un plaisir pour nous pour être sur ce plateau, pour pouvoir attirer l'attention de l'opinion publique sur ce qui se passe au niveau de notre UFR de façon particulière. Il faut dire qu'à notre niveau, c'est depuis le 2 mars 2023 que la corporation a dirigé une assemblée générale ordinaire au cours de laquelle nous avons adopté une plateforme revendicative qui fait la synthèse des préoccupations des étudiants au niveau de notre UFR. Quand on prend cette plateforme revendicative, les préoccupations, le premier point, c'est la suspension du système licence, master, doctorat et toutes ces variantes, notamment le nouveau régime général des études. À l'étape actuelle, le nouveau régime général des études est appliqué au niveau de la licence, au cycle licence. Et c'est là, nous avons même pris des exemples sur la promotion Bac 2021.
c'est avec l'application du nouveau régime général des études. Les étudiants ils sont rentrés, l'effectif c'était 1180. De S1 à S2, on se retrouve avec 627 étudiants. Du coup, 553 étudiants ont abandonné parce que les textes étaient purement anti-étudiants et les étudiants n'arrivaient pas à supporter. Par exemple, au niveau de la licence, on parle de session unique de rattrapage. Dans un premier temps, comment est-ce que ça se passe? On programme les étudiants d'une manière cavalière et après ça, on regroupe, on fait les sessions normales d'abord. Après, on regroupe les 2 semestres sessions de rattrapage au niveau de la même licence et on aligne les évaluations matin soir, jusqu'à ce que ça s'évacue. Et c'est dans ces conditions que les étudiants n'arrivent pas à supporter. D'autres sont obligés de se chercher. L'autre élément, au niveau du master, pour ce qui est le nouveau régime général des études, ce n'est pas encore appliqué au niveau de la SVT. Okay. Oui, les étudiants du master, voyant ce qui se passe dans les autres UFR et aussi dans les autres universités, ils ont décidé pour qu'on ne les applique pas ce nouveau régime. Parce que ce nouveau régime au niveau du master, il y a un article qui parle d'une note éliminatoire à 7. Donc c'est cet exemple que nous avons pris au niveau de Bobo, l'université Nazib Boni, dans Master Nutrition Humaine, le PV a été publié le 26 juin. À ce niveau, il y a un étudiant qui a 15 de moyenne, mais il se retrouve à être ajourné du fait qu'il y a dans certaines matières, il n'a pas eu une note qui atteint 7. Donc du coup, lui, il doit reprendre. Pourtant, le major a 15 de moyenne. Et on s'est dit que c'est le genre de texte pour un major qui a 15 de moyenne et celui qui suit le major avec 15 de moyenne se retrouve à reprendre. Donc l'autre élément, quand on prend au niveau de l'université Joseph Kizerbo, à l'UFR SEA Sciences Exactes et Appliquées, au niveau de l'informatique, option réseau et télécommunications, à ce niveau, toute la promotion se retrouve à reprendre, tout simplement parce que dans une matière, les étudiants n'ont pas eu plus de 7. Ils n'ont pas eu une note qui atteint 7. Donc du coup, ces étudiants, c'est Master 2, semestre 3. Ils se sont retrouvés ajournés. Maintenant, on va un peu revenir sur Bobo. Le fait de l'application du nouveau régime général des études, quand on prend les chiffres, avant le nouveau régime général des études, c'était avec cette promotion, on allait avoir 89,47% de succès. Le fait qu'on applique le nouveau régime, on se retrouve avec 36,84% de succès, soit une baisse de 52,63%. Donc, un tel texte, les étudiants de l'UFR SVT, en voyant ça, c'est que les ravages que ces textes causent dans les autres UFR, ils ont décidé de contester contre l'application de ce nouveau régime général des études. Ça a fait qu'avec l'adoption de notre plateforme revendicative, nous avons fait du moins une marche le 7 mars 2023 et déposé cette plateforme auprès de l'administration de l'UFR SVT. Le 11 mars, nous avons déposé une demande d'audience pour échanger autour de cette plateforme revendicative. Mais l'administration a attendu jusqu'au 4 mai pour nous rencontrer. Et à ce niveau, les propositions qu'ils prennent, ce ne sont pas des propositions concrètes. Soit ils disent que pour ce qui concerne les revendications que nous posons, soit ils disent que c'est mal reformulé, soit ils disent que ça relève de leur hiérarchie. À notre niveau... D'accord, mais quand on regarde, je veux qu'on se comprenne déjà. Oui. Vous posez en tout cas le diagnostic des choses. Oui. Il y a des éléments qui sont un peu plus, je vais dire, difficiles à gérer parce que de l'ordre structurel. Il y a d'autres aussi pour lesquels je pense qu'on peut avoir un regard ponctuel. Quand
On voit par exemple les chevauchements. Quand on voit les chevauchements, 4 années académiques, 2022, 2023, 2021, 2022, 2020, 2021, 2019, 2020, et qu'on se rende compte que les bacheliers de 2017, par exemple, en sciences de la vie et de la terre, n'ont toujours pas bouclé la 3e année en licence, en L3. Ça veut dire que on est dans des retards vraiment cumulés. Et qui sont difficiles à gérer là du coup, je peux concéder. Mais par exemple, quand on prend des éléments qui sont par exemple des erreurs 15 de moyenne qui se fait à journée, on prend par exemple des gens qui sont déclarés à journée alors qu'ils ont 13,52 et 11,87 et 13,52, ça ressemble plus à des erreurs, donc des éléments ponctuels sur lesquels on peut apporter des réponses ici et maintenant pour peu qu'on reconnaisse que bon, on s'est trompé. Là-dessus, par exemple, sur ces questions, qu'est-ce qui vous est dit? Justement, c'est ce que nous disons. C'est le nouveau régime général des études qui dit que c'est comme ça. On doit évaluer les étudiants. Ça dit dans une matière, si tu as moins de 7, une note moins de 7 sur 20, et quelle que soit la moyenne que tu vas avoir, notamment la moyenne semestrielle, tu dois reprendre. Donc ça devient un problème. Oui, c'est cette note éliminatoire qui amène les étudiants de master à contester l'application de ce nouveau régime général des études. Et à ce niveau, on trouve que c'est vraiment juste. Et nous, à notre niveau, on se pose la question, pourquoi même appliquer un tel texte du fait qu'on voit dans les autres UFR les ravages que ce texte est en train de faire. Mais on nous dit quand même il faut l'appliquer, quel que soit ce qui va se passer. Donc c'est dans ce sens qu'en voulant forcer les choses, que les étudiants de Master 1 sont allés en grève, notamment ils ont tenu un sitting de 72 heures. Donc pendant ce sitting, les étudiants dénonçaient le fait qu'on ne doit pas les appliquer ces textes. Je comprends mieux. Oui. Et il y a aussi un autre point qui avait été évoqué, c'est la question de l'assiduité et des présences. Oui. Parce que absence égale 0. Et après, il y a la question de l'assiduité qui est prise en compte aussi, en tout cas, qui est prise en compte. Vous dites, au lieu de parler d'absence, il faut parler plutôt d'absence injustifiée. Oui. Justement, je vais aller au bout de... Oui. Parce qu'on va aussi rapidement faire le... Allons-y. Il n'y a pas de souci. Au fait, c'est en voulant forcer pour appliquer, les étudiants ont contesté. Maintenant, ces étudiants, il y a 18 délégués que l'administration a décidé de les sanctionner. Et c'est là, toute la promotion a dit que ça ne peut pas se faire. C'est là, à la commission interne d'instruction, que le deuxième responsable de l'UFR SVT, notamment le docteur Ousseini Ouedraogo, a apporté cette arme blanche au niveau de la commission interne d'instruction. Et nous, à notre niveau, on se demande... C'est pas un outil de travail? Si, mais c'est une arme blanche. Non, je vais dire, mais vous êtes à l'UFR-SVT, est-ce que c'est pas un outil de travail? Ah non, à ce niveau, ça, à une commission interne d'instruction, on va venir faire quoi avec ça? Bon, si c'est pas pour venir découdre avec les étudiants. Donc à notre niveau, ça montre le niveau de violence que l'administration même veut employer aux étudiants. L'autre élément, au lieu que le président même de l'université puisse voir comment on peut avoir une sortie de crise, lui-même il part en intimidant les étudiants et en voulant réprimer les étudiants. C'est là le président même lui parle, si les étudiants s'amusent, il peut avoir une descente policière sur le campus. Et l'autre élément, il menace les étudiants, toutefois s'il continue, il va fermer l'université. Et à ce niveau, on prend l'opinion publique en témoin. Le jour qu'on va fermer l'université, que au niveau que ce soit à l'UFR, que ce soit à l'université, qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Parce que dans notre plateforme revendicative, on n'a pas demandé la fermeture de l'université. On a compris. Donc, les 120 heures, c'est à partir de quand? Pour les 120 heures, c'est à partir de mardi 11. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Qu'est-ce qui peut désamorcer ça? Bon. Qu'on vous reçoive, que la discussion soit ouverte? Oui, à notre niveau, c'est simple. Les revendications que nous avons posées, qu'ils apportent des éléments de réponse, notamment en faisant des propositions concrètes. Quand on parle de propositions concrètes,
c'est dire ce qu'on va faire et ce que les étudiants demandent. Voici ce qu'on va faire pour les étudiants, pour prendre en compte ce que les étudiants ont donné comme revendication. Donc à notre niveau, la grève, on ne part pas en grève parce qu'on est content, on part parce que ça ne va pas. Et toutefois, si l'administration nous appelle et fait des propositions concrètes, et vu que c'est en Assemblée générale que nous avons adopté la plateforme revendicative et aussi que nous avons lancé le mot d'ordre, c'est au niveau de l'Assemblée générale, on va apprécier aussi les éléments de réponse que l'administration donnera. En tout cas, une grève de 120 heures qui a été annoncée. Et nous, ce que nous on va espérer, c'est que, très vite, avec l'administration, des justes milieux soient trouvés. Je rappelle que nous étions avec Mamadou Sanou, délégué général de la corporation ADEM de l'UFR SVT, sur lequel on est resté avec ce qui s'y passe. En tout cas, merci d'être passé. Et on va suivre cette actualité. Et ceux qui sont donc fidèles au programme de True TV auront donc la suite, on dira comme ça, de cette affaire à travers nos sessions d'information. Merci d'être passé. Ok, merci. Nous allons aller à la dernière ligne droite de ce JDS, au journal dimanche soir. Et comme il est de coutume, on parle sport. Et dans cette partie sport, on va s'intéresser au spécial olympique qui s'est joué à Berlin pendant des Jeux mondiaux. Et les athlètes burkinabés se sont fait remarquer de fort belle manière en remportant au total 17 médailles lors de ce prestigieux événement. Nous y revenons ici avec notre reporter avant de recevoir ceux qui seront avec moi pour le décryptage de la page sport. Belle moisson pour les étalons spéciaux aux Jeux de Berlin 2023. 4 ans après le succès d'Abu Dhabi, les étalons ont confirmé leur progression. Avec 17 médailles, dont 3 d'or, 5 d'argent et 9 de bronze, les spéciaux ont fait face à certaines surprises désagréables qui ont entaché l'organisation technique de plusieurs disciplines. Qu'à cela ne tienne, la délégation est satisfaite de la moisson. Au bocce, les étalons remportent la médaille de bronze avec Dorian Noufé. Au lancer du poids, Djamilatou Sanogo et Denis Zerbo s'en tirent avec l'argent. L'une des satisfactions de ces Jeux côté Burkina Faso est Aseta Congo avec ses 2 médailles de bronze glanées. Les Jeux ont pris fin avec une cérémonie sobre regroupant toutes les délégations. Le témoin a été passé à Turin en Italie pour les prochains Jeux d'hiver en 2025. Retour sur ce plateau et je suis rejoint par Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Merci d'être avec nous. On est ravis en tout cas d'être là. J'ai introduit le sujet avec les mondiaux de spécial olympique à Berlin. On reçoit Moumouni Nao qui est le directeur sportif de Olympique Burkina. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. En tout cas, félicitations déjà. Merci beaucoup. C'est mieux de commencer ainsi. En tout cas, c'est bon. C'est vrai qu'on l'a déjà reçu ici, mais là, c'était dans un autre. Il porte une autre casquette aujourd'hui. La casquette donc, du directeur sportif donc, du spécial Olympique Burkina qui vient donc des Jeux mondiaux qui étaient du côté du Berlin. Je pense que la moisson elle est assez intéressante. 17 médailles en tout, 3 médailles d'or, 5 en argent et 9 en bronze. Expliquez-nous un peu, spécial olympique, c'est quoi exactement? D'accord, merci bien, merci pour l'invitation. Il faut dire que Spécial Olympique, c'est une association qui s'occupe des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et qui, à travers le sport, essaie d'intégrer ces personnes dans les différentes sphères de la société. Et c'est né aux États-Unis dans les années 60 par la petite sœur du feu président John Fitzgerald Kennedy. Tout à fait. Voilà, donc c'est un mouvement international reconnu par le CIO. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous utilisons le terme olympique, qui est une marque déposée, qui a été autorisée par le CIO. Et c'est des athlètes vivant avec un handicap intellectuel qui sont dans le spécial olympique. Voilà, une façon aussi de les intégrer et de montrer que ils comptent. Est-ce qu'au Burkina, il y a beaucoup de pratiquants? Ça arrive? Oui, au Burkina, nous avons beaucoup d'athlètes. Il faut dire qu'il y a une nouvelle formule. Parce qu'en réalité, nous avions des personnes vivant avec un handicap intellectuel. On les regroupe ensemble et on veut qu'ils pratiquent le sport. Et par le sport, nous voulons les intégrer. Comment nous allons les intégrer? Si on les met
à part. Donc, il y a un nouveau concept de Special Olympics qui est né, ce qu'on appelle les Unified Sports, les sports unifiés. Et c'est des activités sportives de toutes les disciplines confondues du comité olympique qui sont pratiquées avec des personnes vivant avec un handicap intellectuel et des personnes n'ayant pas d'handicap pour permettre leur insertion plus tard au sein de la société. Donc c'est ce concept-là qui est plus développé maintenant au niveau des Special Olympiques internationales. Et comment participer, comment ces personnes-là peuvent participer, c'est rentrer en contact avec vous, ça se passe comment? Pour rentrer en contact avec les Special Olympiques, nous avons des sous-programmes dans 33 localités du Burkina Faso. Toutes les chefs-lieux de région ont un sous-programme, même souvent les provinces. Et c'est dès lors qu'il y a un enfant qui est détecté, qui a une déficience intellectuelle, il peut aller participer au programme d'entraînement qui est totalement gratuit. Voilà. Et la programmation se fait avec les entraîneurs sur place qui prennent ces enfants en charge en fonction de leur capacité réelle et en fonction du sport que le jeune athlète ou les parents voudraient que l'athlète pratique. Ah d'accord, donc c'est pas vous qui détectez, bon, quand on le voit on a l'impression qu'il peut être bon en football, en telle ou telle discipline, oui. C'est les parents qui décident. Non, les parents décident de les amener en fonction du centre d'intérêt de l'enfant. D'accord, si l'athlète ne s'intéresse pas à la discipline, il est difficile. Dès lors que les coachs les recueillent, ils vont lui faire une série d'exercices et ils vont décider en fonction de la capacité de l'enfant de l'orienter dans telle ou telle discipline. Découlevant bien sûr avec les parents et l'entourage pour permettre en tout cas une prise en charge totale de l'enfant. Mais quand je regarde, quand je vois Kadiatou Diarra, elle a remporté l'or, 4 médailles de bronze. Okay. On regarde Jamilatou Baye, elle c'est une médaille de bronze en cyclisme. Dorian Noufé, c'est quoi? C'est le même exploit, on va dire comme ça, en pétanque. Dans la catégorie lanceur du poids, c'est Jamilatou Sanogo et Denis Zerbo qui ont remporté 2 médailles d'argent chacune. Stanislas Ouelo a fait en judo, hein, médaille d'or. Oui. Quand on regarde, c'est combien de temps de formation pour en arriver à ça? C'est des gens avec lesquels vous êtes depuis longtemps, ou bien c'est des talents qui ont explosé comme ça et voilà. Il faut dire que les Jeux spéciaux mondiaux, c'est comme les Jeux olympiques. Ça se déroule chaque 4 ans. Voilà. Chaque 4 ans, vous avez une Olympiade pour vous préparer. Vous avez 4 ans pour vous préparer. Et depuis 2019, à notre retour d'Abu Dhabi des Jeux mondiaux de 2019, nous avons continué les entraînements et nous organisons en année 1-1. C'est-à-dire en 2022, nous avons organisé ce qu'on appelle les Jeux nationaux. Dans toutes les disciplines que nous voulons pratiquer, le football, le basket, handball, natation, cyclisme, et bocce, ce que vous appelez pétanque, c'est du bocce parce que les boules sont encore plus grosses que les boules de pétanque. Et à l'issue de ces jeux, les différentes commissions techniques vont sélectionner des athlètes qui vont être proposés au niveau du bureau national pour pouvoir les inscrire pour les Jeux mondiaux. En ce moment, nous avons 1 an d'entraînement intensif pour pouvoir les mettre à niveau, pour les amener et essayer de glaner des médailles au niveau mondial. Parce qu'il faut noter aussi que le Burkina n'est pas seul, c'est tous les pays du monde. À Berlin, il y avait 190 pays. Voilà, il y avait 190 pays. Donc, si je prends l'exemple du basket, nous avions été opposés à la Turquie, à la Bosnie-Herzégovine, à l'Allemagne, qui sont des nations qui ont des plateaux techniques de basket, qui sont des joueurs de basket, mais le Burkina a pu s'en sortir avec une médaille d'or. Wow. Et je répète que c'est le basket 3 contre 3, ce qu'on appelle communément ici Ripopo. Le Ripopo, c'est ça. Exactement. Donc c'est ça. Dans cette discipline, les enfants ont vraiment pu tirer leur épingle du jeu et on est revenu avec une médaille d'or ramassée. En tout cas, on est content de voir que dans cette le Burkina quand même arrive à faire des exploits, en tout cas sur une discipline peu connue ou assez mal connue quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sensibilisation autour. On est quand même content. Est-ce que vous avez l'accompagnement du ministère par exemple par rapport à ça? Oui, il faut dire que tout cela c'est évidemment sous la houlette du ministère et sur le financement du championnat national, sur l'accompagnement habituel que notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, nous accompagne sur l'acquisition des billets
pour le voyage et sur les équipements d'entraînement et autres. En plus du ministère, il y a d'autres partenaires aussi qui nous accompagnent. On voudrait de les citer ici de peur d'en oublier. Sinon, il y a aussi une structure publique comme l'ONAB et d'autres structures privées qui essaient de nous accompagner dans notre démarche de vouloir donner de la pratique aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Mais quand moi je regardais tout à l'heure, j'ai l'impression que on va dire ce que ça demande, c'est pas pareil pour les autres. Il y a pas seulement l'encadrement technique, ce sur quoi les différents sports sont organisés, ce n'est pas dans les mêmes dimensions forcément, il y a des éléments adaptés. Quand je prends ce que vous appelez, moi j'ai dit pétanque, quand je prends le bocce par exemple, quand je regarde, c'est un peu loin de la pétanque traditionnelle comme on connaît. Exactement, lui c'est un sport carrément adapté pour les personnes vivant avec un handicap intellectuel ou les personnes vivant avec un handicap visuel qui l'utilisent. Mais à part ça, toutes les autres disciplines respectent les normes de pratique au niveau international. D'accord. Sinon, je pense que derrière le problème d'installation plutôt, d'entraînement. Oui, les installations, c'est les mêmes installations. Si vous voulez jouer du basket 5 contre 5, c'est le même terrain qu'on utilise. Si vous voulez jouer du foot 11 contre 11, c'est le même terrain. Si c'est du futsal que vous voulez pratiquer, c'est exactement le même terrain. Et d'ailleurs, au niveau des compétitions mondiales, c'est les fédérations internationales qui pilotent l'organisation. Les autres pays viennent participer avec les règles des spéciales olympiques. Par exemple, quand on parle de sport unifié, il faut savoir que par exemple au basket, nous sommes allés en basket avec une équipe unifiée, donc composée normalement de 3 athlètes, donc personnes vivant avec une déficience intellectuelle, et 2 partenaires. Malheureusement, notre deuxième partenaire était en session de bac, donc il ne pouvait pas suivre parce que les Jeux se sont déroulés du 17 au 26 juin. Du coup, on s'est retrouvé avec 4. Et dans le règlement, si le partenaire se blessait pendant nos matchs, on en a joué 12 matchs et on était disqualifié d'office. Donc c'est limite quoi. Voilà, c'est limite, mais bon, par la grâce et puis les conseils donnés, parce qu'il doit tout faire pour ne pas se blesser, les coachs, donc on s'est débrouillé en tout cas, arrivé en finale contre la Turquie et nous avons battu 21 à 13 je crois. Parce que le règlement du Ripopo, c'est que la première équipe arrivée à 21, c'est 10 minutes chrono, mais la première équipe arrivée à 21, le match est fini. C'est vrai que là, on parle d'athlètes, mais qui ont une spécificité, c'est comme on appelle ça, qui sont intellectuellement, pour lesquels il y a un petit problème, une déficience. Et qu'est-ce que ça leur apporte? C'est-à-dire, vous qui êtes à leur côté au quotidien, ça je parle aux parents, je veux que ce soit le message aux parents qui ont des enfants avec déficience intellectuelle, qui regardent. Est-ce que vous sentez que ça leur apporte vraiment quelque chose, ça les permet de se transcender? Exactement. En fait, la difficulté, c'est que l'autonomie des enfants vivant avec un handicap intellectuel est liée à leur capacité physique, à leur habileté. Généralement, ils ont une difficulté ostéo-squelettique qui fait qu'ils ont du mal souvent à marcher, ils ont certaines déformations. Avec l'entraînement, avec l'activité physique, ces déformations sont souvent corrigées. Le langage peut être corrigé. La sociabilité change. Au lieu de se recouvrir sur lui-même, parce que la société l'a rejeté, les autres le voient autrement, il arrive à vouloir s'exprimer et à vouloir s'imposer. J'ai un exemple palpant que on a un athlète qui est à Koudougou, Abdul Wahab Sawadogo, qui a participé aux Jeux mondiaux de Los Angeles en 2015. Il a participé aux Jeux mondiaux en 2019 parce que c'est un footballeur, il aime le foot. Et cette année, le Burkina n'avait pas de foot, donc il n'est pas participé. Mais dès notre retour de Los Angeles en 2015, où on est venu avec la médaille de bronze, les autorités nous ont reçus, les athlètes ont été félicités et il est reparti. Il a commencé à entreprendre à Koudougou, à vendre des oignons. Et il est arrivé même à voyager jusqu'en Côte d'Ivoire pour aller exporter et vendre ses oignons en Côte d'Ivoire. Maintenant, cette fois-ci, il est dans l'élevage de petits ruminants. Et chaque fois, on est en communication. Ça leur permet d'ouvrir, de connaître, de pouvoir s'exprimer et de savoir qu'il est utile pour lui-même et il est utile pour la société. Donc, pour les parents, il faut savoir que l'activité physique va libérer ce qu'on appelle
l'hormone de la joie qui va permettre aux enfants de se sentir mieux. Si vous voyez le logo des Special Olympiques, vous allez voir une personne avec 3 bras. Mais aucune personne n'est là avec 3 bras. Ça veut dire qu'il arrive à Special Olympique avec les bras le long du corps. Ça veut dire qu'il est opprimé, il n'est pas content. Au fur et à mesure qu'on l'entraîne, on l'amène à une égalité. C'est pour ça que le bras est à l'horizontale. Et à la fin, il doit quitter Special Olympique avec la joie, avec la victoire. Et le bras va être à la verticale vers le haut. Levé de la victoire. Donc, le logo des Special Olympiques explique tout. Voilà. Est-ce que, par exemple, pour adhérer, est-ce qu'il y a quand même des conditions pour que l'enfant puisse adhérer? Est-ce que c'est payant, par exemple, les parents ou Non, il n'y a aucune conditionnalité pour adhérer à Special Olympique en tant qu'entraîneur ou en tant que dirigeant des Special Olympiques. C'est du bénévolat, c'est de la cooptation. Dès lors que vous avez un temps libre, vous avez une spécialité, vous pouvez venir adhérer. Il faut savoir que Special Olympique n'est pas uniquement volet sport. Nous avons d'autres programmes. Il y a le programme famille qui concerne les membres de la famille, de leur montrer comment s'occuper de ces enfants, de ces athlètes vivant avec un handicap intellectuel. Il y a le programme santé qu'on appelle Elfi Athlète, qui va de la consultation ophtalmologique, dentaire et de la santé même générale de l'enfant. Il y a le programme Jeune Athlète, Young Athlète, qui s'occupe des athlètes de 2 à 8 ans. Parce qu'ils ne sont pas en phase de compétition, mais il faut les préparer. Et pour les préparer, ce programme, c'est ce qu'on appelle Young Athlète, qui s'occupe des enfants de 2 à 8 ans. Il y a le programme Youth Activation, ça veut dire l'activation de la jeunesse. Il faut savoir, comme la jeunesse est le fer de lance de toute communauté, il faut qu'on arrive à intégrer à nos jeunes la possibilité d'entraider d'autres personnes qui sont plus faibles, qui ont besoin en tout cas d'être amenés et d'être conduits sur les chantiers du développement. Est-ce que vous avez des contacts bien précis ou des lieux comme ça pour permettre donc à ceux qui nous suivent et qui veulent... Les contacts bien précis, je vais laisser peut-être le mien ou celui de la directrice exécutive des Special Olympiques, qui est Madame Pikboum Annick Zengue Ouattara. Elle est au 70 27 28 83. Moi-même, je suis au 70 69 59 01. Mais le siège des Special Olympiques se trouve à la cité en 3, au niveau de l'étage numéro 2, je crois. Au 2e étage, nos bureaux se trouvent là-bas. Mais il y a les sites d'entraînement qui sont à l'ISSDH, ex-INGEPS, et il y a d'autres sites d'entraînement qui se trouvent. Le basket, par exemple, s'entraîne sur le terrain de SVT. À l'université. Voilà, à l'université. Voilà. Et la grève de 121 bientôt. Tenez compte de ça. Moi, je suis un ancien des SVT, donc je l'ai dit. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, rassurez-nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un parent qui nous écoute, qui a son enfant qui est déficient, qui a un handicap intellectuel, et qui s'est dit, bon, moi je sens que ça peut aider mon enfant, il peut venir vous voir, c'est gratuit, il n'y a rien à... Il n'y a rien à payer. Gratuit. On a des centres partenaires, ce que je voulais rajouter. Par exemple, si vous prenez APE, Association des parents des enfants, bon, j'aime pas le terme taux encéphalopathe, mais c'est le nom de l'association. APE qui s'en occupe. Il y a 3A qui est une structure aussi formalisée qui s'en occupe. Il y a Fitima au niveau de Ouaga 2000 qui s'en occupe également. Tous ces centres-là, nous collaborons, nous envoyons des coachs sur place pour les aider parce qu'eux, ils sont dans un autre domaine. Et nous utilisons plus le sport. Donc on est en collaboration avec les centres spécialisés. Mais dès lors qu'un parent n'a pas de centre spécialisé qui veut participer à l'entraînement, c'est de façon gratuite. Il nous contacte. On va trouver un site d'entraînement approprié. D'accord. Voilà, donc Moumouni Nao, en tout cas, qui est le directeur sportif donc, de Special Olympique Burkina, il a plusieurs casquettes. On ne va pas le déranger beaucoup, parce qu'on sait qu'il a été donc, au niveau donc, du stade du 4 août. On ne reviendra pas sur le stade du 4 août. Il est aujourd'hui au niveau donc, du Palais des Sports. Du Palais des Sports Ouaga 2000. Et donc, voilà, on est pas donner encore d'autres informations sportives. Si on est d'accord. Allez-y. Voilà, il faut dire qu'on va toujours rester en athlétisme pour parler donc du meeting de Bran et donc c'est vrai qu'elle de Matt Kuala
qui a réussi donc à remporter donc la médaille d'or au saut avec un bond de 6,62 m. C'est vrai que son record personnel à 6,66 m, je crois. Elle est encore loin, mais elle se prépare pour participer donc aux Jeux Olympiques de Paris. C'est son sautoir. Elle est donc elle est originaire, pas originaire, mais elle s'entraîne du côté donc du stade Pierre Duboeuf, où en tout cas elle a réussi donc à marquer ce coup. Son prochain rendez-vous, c'est pour le meeting de Liège. On parlera également aussi de football, mais également aussi de l'UFOAB, ou en tout cas l'équipe du Burkina Faso U20 séjourne du côté d'Abidjan dans le cadre de ce tournoi, et ça commence bien pour le Burkina Faso, puisque les étalons ont battu les éléphantaux de Côte d'Ivoire par 1-0 lors donc du match d'ouverture de ce tournoi UFOAB, qui est un tournoi amical, il faut le dire, mais qui entre également aussi dans la préparation des Jeux africains de Brazzaville, où le Burkina Faso sera représenté par cette équipe des U20. Et le prochain match des étalons, c'est prévu pour demain déjà contre le Ghana. Bonne chance donc à nos représentants du côté donc de la Côte d'Ivoire. On parlera également aussi donc du président de l'AS Douane qui a été victime d'un braquage, on le sait. Donc il se remet, je dirais, de ses blessures, et aujourd'hui il est bien en forme. On a discuté avec lui et aujourd'hui il se remet très bien donc de ses blessures. Et il faut rappeler que Ali Guissou, qui est présenté comme également aussi un prétendant sérieux à la prochaine élection de la fédération burkinabé, la présidence de la fédération burkinabé de football, qui aura lieu l'année prochaine. On affûte les armes. Et parlant de la fédération burkinabé de football, il faut savoir que l'assemblée générale ordinaire de la fédération burkinabé de football est prévue pour le samedi 19 août prochain. Il faut dire que c'est lors de cette assemblée générale que on sait qu'il y a une relecture des textes au niveau donc de la fédération, qui sera donc adopté en assemblée générale, et également aussi le calendrier donc qui va ouvrir la saison sportive 2022-2023. On attend beaucoup de cette assemblée générale. On reste toujours en football pour parler donc de tout d'assemblée générale, mais au niveau donc de la Confédération africaine de football, la 45e assemblée générale de la Confédération africaine de football aura lieu du côté donc de Abidjan. On sait que c'était prévu du côté du Bénin, mais le Bénin a désisté. Et c'est donc Abidjan qui accueille cette assemblée générale qui est prévue pour le 13 juillet prochain. Il faut savoir que lors de cette assemblée générale, il y aura donc l'élection des membres du comité exécutif de la fédération, du comité exécutif donc de la CAF, et le Burkina Faso est candidat bien entendu avec son président Lazare Bansé, qui aura comme challenger le colonel Kossi Akpovi, président de la fédération togolaise de football, présenté comme grandissime favori par rapport donc à cela. Il faut dire qu'il est président de la fédération togolaise depuis 2016, et depuis 2018 il est le vice-président donc de l'UFOAB. Et voilà, je pense que pour les informations, on peut déjà s'arrêter là. Non, on va parler donc du championnat d'athlétisme senior de la région 2 qui se déroule du côté donc du Togo, et le Burkina Faso fait de bonnes moissons dans ce championnat d'athlétisme senior, puisque comme médaillé d'or, Madina Touré au 100 mètres haies, Salam Ouedraogo donc 110 mètres haies, Sita Sibiri 400 mètres, Bienvenue Savadogo donc remporte le 100 mètres haies, et Fatma Takwala 100 mètres haies également. Il faut dire que bonne moisson pour les Burkinabés donc du côté du Togo. Voilà ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive par rapport donc à ce qu'on a pu collecter d'ici et là pour ce dimanche. Voilà. Bien dit. Merci bien, Claude Romba. C'est quoi, il y a une info qui n'est pas passée ou quoi? Il avait dit Jeux africains, mais c'est Jeux de la francophonie. Jeux de la francophonie, merci. Voilà, c'est Jeux de la francophonie qui aura lieu du côté donc de Kinshasa. Et le départ c'est prévu pour? C'est du 28 juillet au 6 août. 28 juillet au 6 août. Voilà, mais les étalons U20, après leur match au niveau du l'UFOAB, vont directement sur Kinshasa à partir du 24. Voilà, je dis qu'il a plusieurs casquettes. Il est au niveau donc du ministère des Sports, de la Jeunesse, des Sports. Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Le ministère des Sports, ça a tellement changé chez vous que finalement on se perd dans Merci bien Claude Romba pour toutes ces informations données. Merci aussi à vous, Moumi Naon, d'être passé. Je rappelle que vous êtes directeur sportif de Spécial Olympique Burkina. Ça a été un plaisir de vous avoir et de discuter, n'est-ce pas, de
ces athlètes-là. Et ça a été un plaisir et félicitations encore à eux pour avoir hissé haut le drapeau du Burkina Faso. Ainsi prend fin ce JDS, journal du dimanche soir, que j'ai pris plaisir à partager avec vous. On va prendre ici maintenant congé de vous en espérant vous avoir dimanche prochain. Et d'ici là, portons-nous bien.